Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors là, il est une heure assez particulière, même pour moi. Enfin, je veux dire, c'est les heures auxquelles je suis debout, mais genre pour enregistrer un podcast, il est 7h50. Donc là, c'est vraiment. Il est tellement tard dans la nuit qu'il en est tôt. Et si je continue comme ça, il sera même presque tard, même dans le tôt, hein. Là, on va commencer à entrer sérieusement dans la matinée, hein. On n'est plus dans la fin de nuit ou le premier matin, on est vraiment dans la matinée. Voilà, donc normalement, ce sont des heures où je peux finir éventuellement l'enregistrement d'un podcast, beaucoup plus rarement en commencer un, hein, voilà. Bon, il se trouve que j'ai passé la nuit à écrire, donc bah voilà, j'étais occupé à autre chose, et puis voilà, j'avais toujours pas fait de podcast, et je me suis dit, il faut que j'en enregistre un. Et voilà, je ne sais pas ce qui me prend. Voilà, dans la foulée, j'enchaîne sur un podcast, donc en mode petit-déj, hein, parce que j'ai mon. Alors vous pouvez faire pareil, hein, j'ai ma petite tasse de chocolat chaud à côté de moi, avec ma madeleine. J'ai une madeleine, vous voyez. Donc moi, c'est soit madeleine, soit une petite brioche. Et donc voilà, bah, écoutez, hein, du coup, ça va être cosy. On va être en mode petit-déj ensemble. En plus, j'enregistre à une période automnale, hein, là, ce podcast, hein, on est au mois d'octobre, etc. Donc vous voyez, c'est très automnal, très cosy, hein. Voilà, on a après une longue nuit d'écriture à l'intérieur, et bien voilà, au petit matin, avec un petit chocolat et une petite madeleine, et bien on se pose pour discuter ensemble. Alors, je réalise en fait qu'avec cette mise en situation, ce petit contexte comme ça, qui fait très cosy, et puis très, très intimiste, et presque un peu littéraire, hein, en plus il y a la madeleine, hein, tout ça, ce serait l'occasion idéale d'aborder un sujet littéraire. Ce serait l'introduction idéale pour parler, voilà, soit de littérature en général, soit d'une œuvre en particulier, soit de tourner autour de la lecture, hein. Eh bien, il n'en est rien, hein. Il se trouve que les choses tombent comme ça. Il ne va pas du tout s'agir de littérature là, il va s'agir de philosophie, si on peut dire. Même si je vais directement mettre des limites à cela, parce que là, en fait, on va pas comment aller dans de la philosophie, histoire de la philosophie, on va pas faire de l'histoire des idées ou de la philosophie. On va vraiment être dans un cas, alors vous allez me dire, du coup, c'est presque l'essence de la philo, hein, mais on va se poser des questions et ne pas apporter des réponses. Parce que la question, donc, qui donne son titre à cette vidéo, hein, euh, d'où vient la morale, est une question qu'on pourrait avoir en philosophie au bac, bien qu'elle serait peut-être un petit peu complexe. Je ne sais pas si elle est déjà tombée ou s'il y a un truc du genre qui est tombé, parce que d'où vient la morale, bon, il y a des réponses dans les grands auteurs de philosophie à cela, mais c'est pas une question évidente. Mais voilà, donc dans ce podcast-là, j'ai envie de poser la question, et je vais pas arrêter de poser des questions, je vais pas forcément apporter de réponses, juste jeter comme ça des hypothèses, et, euh, et voilà, on va pas. Là, vraiment, au moins, l'aporie, la fameuse aporie philosophique qui caractérise entre autres les dialogues de Platon, est annoncée d'avance, hein, pas de surprise, ça finira en aporie ce truc-là, hein. Il n'y a pas de réponse absolue à donner, déjà parce que bon, c'est pas moi ce soir qui vais, ou c'est ce matin, qui vais résoudre cette question soulevée par la philosophie depuis déjà 2000 ans et à laquelle on n'a pas trouvé de réponse absolue. Mais voilà, ce n'est pas le but. Euh, donc d'où vient la morale? Alors déjà, pourquoi cette question? Peut-être, hein. Donc, avant la question elle-même, pourquoi cette question, hein, voilà, on va remonter jusque-là. Alors, d'où vient la morale? Moi, c'est une question qui m'intéresse depuis longtemps, parce qu'elle va avec le package en fait autour de la morale, et comme c'est une question qui m'intéresse, tout ce qui est autour de la morale individuelle, la morale collective, l'éthique, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que bah, du coup, d'où vient cette morale? Ça fait partie de la question. Maintenant, ça n'a jamais été l'aspect qui m'intéressait le plus, parce qu'en fait, pendant longtemps pour moi, c'était une forme d'évidence. Alors non pas que j'avais la réponse, entre guillemets, mais j'avais comment... je savais en tout cas pour moi d'où venait, entre guillemets, la morale, et surtout l'envie ou le besoin d'une morale. Et, euh, et du coup, ouais, c'est en fait ce contact des gens dans les discussions. Alors ça peut être dans ma vie personnelle, depuis le lycée, en passant par les études, en passant par les amis, et en allant jusqu'à des discussions avec des inconnus, et puis bah, les lives, hein, la communauté aussi, ça compte, hein, que je me suis intéressé à cette question de d'où venait la morale. Parce que je me suis plusieurs fois pris cette remarque, entre guillemets, ou cette question, et depuis le lycée, hein, je précise, hein,
Comme ça, je m'exprimais sur des choses, quand je donnais un peu mon avis sur ce qui, selon moi, était bien, pas bien, ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, que j'avais l'air, en fait, comme ça, d'avoir, selon les gens, en fait, un avis un peu, entre guillemets, sur tout, d'être si sûr de moi, en fait, d'avoir de telles convictions, des convictions morales, ça a plus d'une fois déconcerté les gens. Et c'est moi-même du coup que ça déconcertait en retour. J'ai dit pourquoi ça déconcerte autant? Moi, c'était ça que c'était ça que ça déconcertait chez moi. Euh, et voilà. Et donc, bah, évidemment, encore plus à des périodes comme le lycée, par exemple, où les gens, beaucoup de gens qui m'entouraient ne se posaient pas trop ce genre de questions. Je parle pas de mes meilleurs amis, hein, parce que ça va, c'était des gens assez réfléchis, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, les gens étaient tous surpris au lycée que je sois là avec comme ça, des convictions et tout. Et donc, bah, même plus tard, hein, ça a subsisté. Et, euh, et donc, c'est vrai que parfois, en toute bonne foi et presque en toute candeur, des gens m'ont posé la question, mais enfin, d'où ça devient tout ça? Mais ça vient d'où? Enfin, je sais pas, comment tu fais pour savoir, voilà, comment tu fais pour savoir que ça c'est bien ou pas? Comment tu fais? Où tu as trouvé cette conviction que ça se faisait ou pas, que ça c'était bien ou pas? Euh, Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas de conviction comme ça. Moi, j'avoue, je suis un peu agnostique de la morale. C'est-à-dire que je sais, moi, ce que je veux éventuellement ou pas, et encore, mais je serais bien en peine de dire ce qui se fait ou pas, ce qui est bien ou pas. Et en fait, c'est vrai que c'est souvent ça qui s'est passé, c'est que j'ai affaire en fait à des personnes qui, de leur propre aveu, n'avaient pas, entre guillemets, d'aiguille, une boussole en fait morale très affirmée ou très claire, qui soit bah, faisaient ce qu'on leur avait appris dans certains cas, soit quand il n'y avait pas de règles claires, bah, était en fait dans une espèce comme ça d'agnosticisme moral. C'est-à-dire que c'était pas de l'athéisme absolu, c'était pas des gens sans foi ni loi ou amoureux, pas du tout. Mais c'était des personnes qui n'arrivaient pas, de leur propre aveu, à ressentir que une chose valait mieux qu'une autre, qu'une attitude valait mieux qu'une autre. C'est ça en fait. C'est que éventuellement, elles finissaient par faire un choix moral de ce qui elles leur convenait, mais elles n'arrivaient pas à acquérir cette conviction, cette sensation que ce qu'elles faisaient, ce qu'elles choisissaient de faire était mieux qu'autre chose, était de façon démontrable la bonne attitude, euh, comment s'inscrivait dans un système entre guillemets, une moralité plus globale. Voilà, donc c'est vrai que voilà, on m'a parfois posé la question, mais ça devient d'où tout ça? Mais comment toi, enfin, comment tu fais? Donc en fait, d'où vient la morale en fait? Alors non pas d'où vient ma morale ou d'où vient la morale, hein, et ma morale n'est pas la morale. Mais justement, ça aussi, on peut en parler, le fait qu'il y a quasiment plus de morale unique. Alors, il y a peut-être jamais eu une morale unique, mais moins que jamais, il y a une morale unique. Puisqu'on a aboli beaucoup des choses qui faisaient qu'il y avait une morale unique. Une morale sur laquelle on se mettait d'accord. Maintenant, c'est chacun pour sa peau. La morale est individualisée. La morale est à la libre appréciation de chacun pour beaucoup de choses. Et donc, bah forcément, du coup, ça crée une énorme cacophonie. Et aussi, du coup, bah, beaucoup de confusion dans les relations humaines. Parce que euh, il y a très peu de gens, on pourrait citer quasiment Socrate, hein, mais qui font le mal pour le mal et qui font le mal. Oui, dans l'idée, je vais faire du mal. Les gens font du mal relativement à ce qui a été désigné comme bien et le mal, parfois extérieurement à eux ce qu'ils sont, à leur morale. Beaucoup de gens qui agissent techniquement mal pour nous sont des gens qui sont persuadés d'agir pour le bien et qui ont des bonnes raisons d'agir ainsi. Il y a très peu de gens qui se disent alors ça c'est mal et moi je vais te faire le mal et voilà des grands méchants comme ça entre guillemets. Vous savez, même les gens qui ont fait les pires horreurs, on le sait, dans leur système de valeurs à eux, ont fait quelque chose qui se défendait et qui était bien. Hein, on le sait tout ça. Donc c'est dire à quel point la morale ça peut être très relatif et que en croyant faire le bien on peut faire le mal, mais le mal encore une fois la libre appréciation de chacun. Bon, après, il y a des façons de faire le mal ou le bien, plus ou moins objectif quand même. Mais voilà, donc d'où vient la morale? D'où vient, entre guillemets, ma morale? Alors, euh, donc cette question m'intéresse en fait. D'où vient la morale? C'est vrai après tout. D'où vient déjà ce besoin d'une morale? C'est peut-être un besoin à la base. Et puis du coup, d'où vient la morale surtout? C'est la morale qu'on va ériger, d'où elle vient? Comment elle se constitue? C'est quoi les critères? Qu'est-ce qui va l'orienter dans un sens ou dans l'autre? Euh, alors, bon, évidemment, c'est une question qui a été explorée par la philosophie, hein, évidemment. Bon, il ne va pas s'agir ici de refaire un historique, hein, je préviens tout de suite. Hein, moi, là, entre guillemets, on n'a pas le temps, et puis c'est pas le but, parce qu'en plus les textes sont déjà là, je ne vais pas les paraphraser. Donc je vais faire
une très très rapide mise en contexte, parce que ça va être très rapide, vous allez voir. Euh, bon, quasiment tous les philosophes se sont attaqués plus ou moins à la morale, parce que c'est une des grandes questions philosophiques, le bien, le mal, ce qui se fait, ce qui se fait pas, comment être heureux, sachant que pendant longtemps, des philosophies ont confondu le bonheur et faire le bien. Il faut savoir qu'à l'Antiquité, il n'y a pas de séparation entre faire le bien et être heureux. On est heureux parce qu'on fait le bien. Faire le bien va nous rendre heureux, dans la conception antique des choses. Donc dans l'Antiquité, on comprendrait presque pas pourquoi vous êtes malheureux si vous faites le bien. Faire le bien est censé vous rendre heureux. C'est censé aller ensemble. Donc, vous voyez, il y a toujours eu une portée morale dans les philosophies, donc on ne peut pas remonter de Platon en passant par les stoïciens. Évidemment, la question morale est très importante chez les stoïciens. Euh, et puis en remontant comme ça jusqu'à l'ère moderne, en passant par du Spinoza, etc. Bon, bref, je vais vite fait citer surtout les dernières grandes références qu'on a eues en matière de morale, qui nous viennent essentiellement de la philosophie allemande. Euh, c'est en fait l'enchaînement Kant, Schopenhauer, Nietzsche, dans l'ordre chronologique, hein. Schopenhauer répond en bonne partie à Kant et Nietzsche répond en bonne partie à Schopenhauer. Et comme ça, en fait, ils se répondent les uns l'un l'autre. Donc voilà, ça c'est trois philosophes qui se sont beaucoup intéressés à la morale, chacun à leur façon. Et ça jalonne en fait comme ça des choses et ça a quasiment mis fin au débat, hein. Les philosophes ont continué de s'intéresser à la morale, mais peut-être un petit peu moins ou de façon différente. Donc voilà, juste bon, voilà, comme repère, on va dire, dans l'histoire des idées de la philosophie, les passages cultes dans la période la plus récente, c'est vraiment Kant, Schopenhauer, Nietzsche. Kant, son œuvre la plus connue sur la morale, c'est ce qui s'appelle la métaphysique des mœurs. Vous pouvez le trouver en livre, etc. La métaphysique des mœurs, c'est donc l'essai de Kant sur la morale. Ça s'inscrit dans sa grande œuvre, hein, vous savez, un critique de la raison pure, critique de la raison pratique, etc. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de la thèse de la métaphysique des mœurs, puisque on y trouve ce que l'on appelle l'impératif catégorique. C'est une expression assez connue normalement. C'est la grande théorie très fameuse de Kant sur la morale, l'impératif catégorique, qui s'oppose à un autre impératif qui est l'impératif hypothétique. Voilà, c'est deux formes de morale, hein, encore une fois, qui font écho à la raison pure, à la raison pratique, hein. L'impératif catégorique, c'est une espèce de morale en fait inconditionnelle, voilà, qui ne se définit pas par rapport à une fin, qui est en fait la morale quasiment absolue pour la morale. Et la morale, l'impératif hypothétique, pardon. L'impératif hypothétique, c'est une morale pour le coup qui se définit par rapport à une fin, par rapport à un but précis, donc plus concrète, qui est conditionnelle. Voilà, donc l'impératif catégorique, hein, voilà, encore une fois, passer vite fait dessus, parce que je ne refais pas le topo, etc. Voilà, moi, c'est des choses que j'ai lues, mais on ne va pas aller en profondeur dessus. Mais encore une fois, vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, par exemple, du premier point célèbre de l'impératif catégorique, qui est agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. Agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle. Alors ça pose des problèmes de relativité, hein, de subjectivité, hein, qui ont été des critiques émises contre Kant, bien sûr. Mais c'est vrai que ça peut faire penser un peu comme ça, familièrement, ça sonne un petit peu comme le fameux, sur lequel on va revenir, le fameux traite les autres comme tu voudrais que l'on te traite, ou ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et agis d'une façon qui serait digne, entre guillemets, d'être érigée comme maxime pour tout le monde, en fait, pas seulement pour toi. Mais bon, encore une fois, c'est la libre appréciation de chacun, parce que chacun a son avis sur ce qui serait bien que tout le monde fasse. Donc, du coup, on ne s'en sort pas. Alors, si vous trouvez ça un petit peu flou, un peu obscur, un petit peu fumeux, un petit peu nébuleux, un peu théorique, abstrait, enfin bref, tous les termes qu'on peut imaginer, eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul et que des gens très bien et très brillants ont pensé pareil, puisque même quelqu'un qui connaissait si bien Kant et qui admirait autant Kant et qui lui devait tant que Schopenhauer a trouvé déjà très critiquable cette théorie. A trouvé ça, voilà, voilà, discutable, ce point de vue. Schopenhauer s'est directement intéressé à la question de la morale, bien sûr déjà dans son œuvre Le monde comme volonté, comme représentation, mais en fait en particulier dans un essai en fait, qui s'appelle Les fondements de la morale. Alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est un essai qui est un petit peu comme les textes de Rousseau, discours sur l'origine des inégalités entre les hommes, ou alors le discours sur les sciences et les arts en fait, hein, qui sont des discours
qui sont à la base des réponses à des concours. À l'époque, il y avait des concours lancés par des académies de sciences et d'art sur des sujets. On répondait aux concours si vous voulez faire de la dissertation. Puis, celui qui gagnait avait un prix, puis était publié, etc. Donc Rousseau, ses essais à la base, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est des concours en fait. Il a répondu à un concours, il a gagné. Dans un cas, il a gagné, dans l'autre, il n'a pas gagné. Il a gagné pour les inégalités, je crois, et il l'a pas gagné pour les sciences et les arts, il me semble. C'est pareil en fait pour Schopenhauer. Schopenhauer, en fait, il a participé 2 fois à ce genre de concours. Il a participé pour une question sur le libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre existe, etc. Et du coup, il a fait un texte qui s'appelle Essai sur le libre arbitre, qui reprend beaucoup cette théorie du monde, comme volonté, comme représentation, qui est un texte que j'adore, l'Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer, où il explique sa fameuse théorie, très pessimiste à Schopenhauer, du fait que nous ne sommes pas libres. On fait ce que l'on veut, mais on ne veut pas ce que l'on veut. On ne choisit pas ce que l'on va vouloir en fait. On fait ce qu'on veut, mais on ne choisit pas ce qu'on va vouloir. Donc, ok, tu fais ce que tu veux, mais comme tu n'as pas choisi ce que tu allais vouloir, est-ce que tu es vraiment libre? Voilà, c'est un peu. Si je résumais hyper simplistement, ce serait à peu près ça. Voilà, donc ça c'est le texte que j'aime beaucoup. Et donc Schopenhauer a participé à un autre concours, pour le coup là qu'il n'a pas gagné, qui était centré sur les fondements de la morale en fait. C'était en gros la question, d'où vient la morale? Voilà, c'était la question qu'on posait à Schopenhauer, d'où vient la morale? Et Schopenhauer, eh bien justement, avait répondu et s'était tout de suite placé en fait en opposition à Kant. Dans cet essai, Fondement de la morale, Schopenhauer explique que ce que dit Kant, ça ne peut pas être le vrai fondement de la morale parce que c'est trop compliqué. Et que Schopenhauer constate que tout le monde est sensible à la question de la morale. Tout le monde, même les gens qui ne lisent pas, qui ne sont pas instruits, se positionnent par rapport au bien, au mal, sont aptes à comprendre la morale et agissent selon le comportement moral. Donc pour Schopenhauer, si tout le monde, même les gens les moins lettrés, les moins cultivés, n'ayant jamais lu Kant et ne comprenant pas ce qu'il raconte, sont capables d'accéder à la question de la morale, c'est que son origine doit être beaucoup plus basique, beaucoup plus universelle que ce qu'il raconte en fait, beaucoup moins métaphysique, que ça part beaucoup trop loin et que la raison doit être beaucoup plus simple. Et donc Schopenhauer en fait va, évidemment au cours d'un raisonnement que je ne détaille pas, résume pas, encore une fois je vous renvoie vers les textes, métaphysique des mœurs pour Kant, fondement de la morale pour Schopenhauer. Schopenhauer en fait va conclure que l'origine de la morale, et là c'est intéressant, ça va se rapprocher plus, j'avoue, de notre approche dans ce podcast, mais je vais y revenir, ce serait ce qu'il appelle la pitié. Alors c'est l'ancien terme, la pitié, en gros pour empathie. Aujourd'hui on dirait plutôt empathie. La pitié c'est un peu péjoratif pour nous aujourd'hui. Oh il fait pitié, j'ai pitié de lui. Non, c'est pas pitié péjorative, c'est la pitié au sens rousseauiste du terme. Schopenhauer se réfère à Rousseau, c'est l'empathie. Voilà. Selon Schopenhauer, en fait, l'origine la plus basique et la plus universelle de la morale, c'est qu'on a de l'empathie pour l'autre. Et donc l'empathie pour l'autre va nous forcer à nous définir dans nos actions selon le bien, le mal que l'on fait, parce qu'on se projette dans l'autre. Et en plus, il raccroche avec sa philosophie, parce que lui qui a basé sa philosophie sur ce qu'il appelle le vouloir vivre, la volonté de vivre, selon comment on le traduit, qui serait en fait cette espèce d'essence qui nous est commune à tous, en fait, qui est le vouloir vivre, en fait, ce qui nous pousse à vivre, notre instinct sexuel, notre instinct de vie, notre instinct de reproduction, tout ça, qui s'oppose en fait à une dimension plus abstraite que nous permet notre humanité, notre psychisme, et que Schopenhauer aime bien opposer avec l'art, la création, etc. Et donc voilà, le vouloir vivre, qui nous est commun à tous, en fait, nous relie. Et comme on reconnaît le vouloir vivre en fait se reconnaît dans l'autre. Nous sommes tous issus de ce même vouloir vivre, un peu comme un Yoda dirait nous sommes tous issus de la force, c'est un petit peu ça en fait, comme si Schopenhauer disait nous sommes tous issus de la force, qui est le vouloir vivre, et donc en reconnaissant la force en autrui, le vouloir vivre, on s'identifie à lui, on sait qu'on vient de la même chose au fond, qu'on est tous dans la même galère en fait, c'est un peu l'idée que soulève Schopenhauer, il dit en fait on est un peu tous dans la même galère, et comme au fond on le sait, on a de l'empathie pour l'autre. Bon, voilà, donc vous voyez, comme quoi, Schopenhauer, tout pessimiste qu'il était capable de moments un petit peu comme ça d'optimisme, d'humanisme. Et donc lui, il pense que la morale viendrait de là. La morale viendrait de l'empathie, de la pitié. Alors, toute autre ambiance. Après Schopenhauer, il y a Nietzsche. Et Nietzsche, qui est pas un tendre en philosophie, qui est quelqu'un qui, comme il disait, philosophe à coups de marteau, et pas qu'au sens d'aphorisme, mais au sens même parfois de la violence du propos. Quelqu'un d'assez cynique, je trouve, Nietzsche. Lui s'est aussi exprimé sur la morale dans des ouvrages de lui, d'ailleurs que j'ai lu et beaucoup aimé, même si je suis pas d'accord, j'ai beaucoup aimé, très important. En gros, il y a Par-delà le bien et le mal. Par-delà le bien et le mal, c'est le recueil d'aphorismes de Nietzsche qui s'intéresse le plus à la question de la morale. Mais c'est des aphorismes, ça part un peu dans tous les sens.
si vous vous intéressez à la question de la morale chez Nietzsche, le mieux en fait, c'est de lire la généalogie de la morale. Alors vous voyez, c'est marrant parce qu'on parle de fondement de la morale chez Schopenhauer, et on parle de généalogie de la morale chez Nietzsche. Vous voyez, il y a toujours cette idée comme ça de remonter à la source de la morale, à remonter à l'origine, d'où vient la morale, pourquoi ça existe, comment c'est venu, pourquoi telle valeur et pas telle autre. Et donc voilà, donc dans Généalogie de la morale, c'est en plus ce qui est intéressant, c'est un véritable essai, c'est en 3 parties, ou 2, je ne sais plus. Je l'ai lu maintenant il y a 2 ans, 3 ans. Et, euh, et donc bon, c'est un essai qui déboulonne complètement Kant et Schopenhauer, hein, qui les met tous les deux dans le même sac et qui les balance à la flotte puisque Nietzsche, lui, pense que... Enfin, il nous fait quasiment une espèce de théorie du complot, Nietzsche, hein, entre guillemets. Alors là, c'est une façon de déprécier, hein, désolé, hein, pour ceux qui aiment bien Nietzsche, ça fait genre, ouais, c'est péjoratif dit comme ça, genre il a fait un complot. Non, non, c'est pas complot, genre comme les gros crétins, un complot. Hein. Mais c'est vrai que Nietzsche voit quand même, il faut quand même le dire, la morale, il pense que c'est une invention des faibles, en fait. Hein. Oui, il y a un petit côté complotiste quand même. Hein. Il y a un petit, enfin, pas complotiste comme il faut au sens bête du terme, mais pour lui, il y a une espèce d'arnaque. Pour lui, il pense que la morale, c'est une espèce d'invention des faibles, des êtres humains les plus faibles, qui, bah, pour se protéger en fait des forts, eh bien, on crée bah, voilà, les notions de morale qui nous gouvernent pour se protéger et même hein, il va jusqu'à dire, pour renverser le rapport de force en fait, et pour prendre le dessus sur les forts. Voilà. Alors, là où ça dérape un petit peu, hein, et hélas, on comprend pourquoi ça a pu plaire aux nazis, encore une fois, désolé, mais c'est que bon, avec un antisémitisme qui n'est pas celui des nazis, parce que c'est avant, hein, c'est des décennies bien avant le nazisme, c'est quasiment 100 ans avant le nazisme. Euh, mais en tout cas, avec un antisémitisme qui était typique, voilà, même de cette époque, au 19e siècle, hein, l'antisémitisme était déjà très important. Bah, c'est vrai que Nietzsche en fait associe beaucoup cette invention de la morale et cette faiblesse au peuple juif, à la religion, et en fait à la religion même globalement chrétienne, catholique, etc. Hein. Il parle aussi de ça, hein. Il parle aussi des chrétiens en général. Mais c'est vrai que voilà, il parle aussi donc beaucoup voilà de la religion juive et tout, et donc il pointe du doigt en fait les religions, hein, qui en fait auraient bah, en fait, le Nouveau Testament aussi, hein, voilà, toute la morale du Nouveau Testament, hein, parce que entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est deux salles de l'ambiance. Hein. L'Ancien Testament est un peu plus violent, un peu plus, pas sulfureux, mais bon, c'est plus mythologique, on va dire. Le Nouveau Testament, c'est les apôtres, hein, c'est les évangiles, etc. C'est le Christ, donc c'est un peu plus moral. Hein, c'est là qu'il y a toute cette dimension de message d'amour, etc. Voilà, le christianisme tel qu'on se le figure. Et, et donc, voilà, pour Nietzsche, ça, en fait, c'est typiquement des inventions de... C'est vrai que vous savez, Nietzsche, ce qui pourrait pas mal résumer parfois sa philosophie, encore une fois, désolé pour ceux qui l'aiment beaucoup, qui vont peut-être penser que là, ça se voit que j'aime pas trop, que j'ai une vision peut-être négative de lui, j'en sais rien, ou peut-être au contraire, ils vont dire, oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, effectivement. Mais c'est vrai que Nietzsche, parfois, on a l'impression que son sous-texte dans sa philosophie, c'est de dire, c'est un discours de loser, ça, c'est de dire aux gens, c'est un discours de loser. Hein, voilà, en gros, il y a un petit côté... C'est pour ça que Nietzsche, il faut quand même le dire, encore une fois, désolé, mais c'est un philosophe qui plaît beaucoup aux gens attirés par le monde des affaires, aux gens qui cherchent le pouvoir, aux gens un peu dominateurs, aux gens qui aiment bien comme ça, qui sont très à l'aise avec l'idée qu'il faut conquérir, qu'il faut s'affirmer, etc. À des gens qui ont un petit côté un peu requin, un côté un peu loup de Wall Street. Nietzsche, il plaît beaucoup à ces gens-là, il faut quand même le dire, parce que c'est quelqu'un qui croit profondément, bah, c'est son terme, à la volonté de puissance, que la vie en fait c'est s'affirmer, c'est pas pour les faibles, que les forts doivent défendre leur place, et aussi qu'il a une vision très hédoniste de la vie. Hein. Il aime beaucoup la figure de Dionysos, ça lui tient très à cœur. Donc typiquement justement là ce qu'il reproche dans Généalogie de la morale, c'est que les religions en fait ont tué le côté dionysiaque en fait qu'avait la religion païenne. Voilà, où en effet on avait les Dionysies, on avait les Bacchantes, tout ça, donc on avait tous ces rituels qui appelaient à la débauche, au plaisir, où il n'y avait pas en fait cette association entre plaisir et immoralité. Donc lui, il veut un peu rétablir ça, et donc il accuse les religions chrétiennes, et pas forcément complètement à tort, faut quand même le dire, hein, et juives en fait d'avoir comme ça en fait culpabiliser le plaisir, culpabiliser la puissance, la force, culpabiliser toutes les notions de victoire, etc. Enfin,
voilà, toutes ces notions-là, et d'avoir en fait renversé les choses de façon assez vicieuse, en fait, en culpabilisant la réussite, en culpabilisant la force, en culpabilisant le plaisir, et en fait, les premiers sont les derniers sont les premiers, en fait, en ayant sacralisé en fait la figure du pauvre, du malade, du faible, quelqu'un qui serait faible serait forcément en fait quelqu'un de bien qu'il faut protéger, etc., qui aura un petit peu la morale pour lui par défaut. Et donc celui qui est puissant serait forcément le mauvais, le méchant, etc. Et serait oppressant. Voilà, donc bon, je simplifie, hein, je résume, hein, voilà, c'est plus compliqué que ça, mais voilà, c'est les trois derniers grands textes qu'on a eu sur la morale, hein, donc la métaphysique des mœurs de Kant, le fondement de la morale de Schopenhauer et la généalogie de la morale de Nietzsche, avec chacun donc des positionnements assez différents, des points de vue assez différents. Ça, c'est les trois étapes que je voulais citer. On va pas parler de ça, hein, je ne vais pas en parler davantage, je suis déjà pas mal étendu dessus, donc je vous renvoie à ces lectures-là si ça vous intéresse. On va pas être là-dessus là. Et moi, je vais pas faire comme ces philosophes là pour le coup là, pas ici. Je vais pas proposer une hypothèse, proposer une nouvelle réponse et entrer dans ce débat-là de façon catégorique, hein, non pas d'impératif, mais le niveau réponse. Euh, Là, en fait, il va vraiment s'agir, juste pour moi, en fait, de reposer la question. C'est ça que d'où vient la morale. Alors, pensant plutôt à la question telle qu'on me l'a posée moi, mais d'où à tout tu sors des convictions comme ça, d'où tu arrives à trouver cette conviction en toi que c'est comme ça qu'il faut faire plutôt qu'autrement, que ça te choque et que ça, en revanche, ça te plaît, etc. Alors, cette question, c'est marrant. Je trouve qu'elle a pris du plomb dans l'aile, hein, qu'elle a un petit peu passé de date quasiment, parce que je comprenais qu'on me pose cette question, enfin en tout cas je voyais bien ma singularité effectivement il y a encore quelques années, au lycée déjà dans le contexte du lycée, mais même plus tard, parce qu'effectivement j'avais du mal à trouver dans la réalité des manifestations comme ça, de conviction, de morale et tout. Et c'est vrai que bon, depuis que le wokisme, ce qu'on appelle maintenant le wokisme, moi je disais JW, maintenant le terme wokisme c'est plus imposé, donc ce qu'on appelle le wokisme, hein, la culture woke, les JW, tout ça, la gauche très moralisatrice et tout, qui flirte avec la cancel culture et tout. Euh, Depuis que tout ça est apparu, en plus même en mélangeant un peu tout, hein, les causes féministes, les causes LGBTQIA+, les causes environnementales, écologiques, tout ça a été mélangé. Vous savez qu'il y a même de l'écoféminisme, hein, pour vous dire, hein. Euh, mais en fait, depuis que ça a surgi, ben, en fait, il y a tellement de manifestations de gens qui ont l'air d'être sûrs d'eux niveau moral, qui ont l'air d'avoir des convictions et de savoir précisément où ils vont, ce qu'ils font et ce qu'il faut, etc. Que bah, je ressors moins qu'avant. Et ce qui est même marrant d'ailleurs, je crois que je me suis fait largement dépasser et sur ma droite et sur ma gauche. Ce qui fait que à côté, j'ai l'air de quelqu'un de plutôt raisonnable, je pense, et pas si convaincu que ça. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, je ne fais pas autant dans le prosélytisme ou dans la guerre de religion morale, entre guillemets. Donc c'est vrai que je pense que ça risque du coup de raréfier cette question qu'on me posait, de la rendre moins courante. Euh, et voilà, donc du coup, ça, je la sens moins pertinente qu'avant. Et, euh, et voilà, parce que finalement, bon, ces gens-là, eux aussi, eux, d'où leur viennent ces convictions-là, après tout, d'où leur viennent cette certitude euh, que c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, que c'est ça le bien. On voit aussi où ces convictions les mènent, hein, c'est ça qui a principalement reproché au wokisme, hein, c'est pas tant leur conviction en elles-mêmes, en plus parfois très noble, c'est que ils arrivent à une telle certitude que c'est comme ça, pas autrement, que c'est eux le bien, qu'ils sont l'axe du bien, ce sont des idées toujours risquées et dangereuses, que ça leur donne un aplomb, voire une arrogance, voire une violence terrible. Parce que du moment où vous croyez que vous avez le bien pour vous, le bien avec un grand B, bah en fait, vous êtes un soldat du bien, et donc même persécuter l'autre est permis parce que c'est vous qui êtes le bien. Et donc c'est pour ça que le wokisme tombe dans les contradictions terribles, puisque on voit ces gens devenir eux-mêmes des harceleurs. Une de leurs causes, c'est le harcèlement, mais ils sont tellement sûrs d'eux sur leur discours qu'effectivement, peut être tout à fait juste, dire ça c'est pas de harceler, ou vous avez vu, il y a du harcèlement sexuel, il y a du harcèlement moral, mais que si quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, ils vont eux-mêmes tomber dans le harcèlement moral et brûler des livres et vous insulter et vous call out, vous dénoncer sur Twitter. Et donc ils adoptent les méthodes qu'à la base ils dénoncent précisément parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux. Enfin, oui, ça devient, voilà, on connaît les dérives, hein. Et donc là, en fait, on peut dire là aussi, en fait, d'où vient la morale, d'où vient cette certitude que c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est ça le bien, que c'est ça le mal. Voilà, donc
J'ai envie en fait comme ça juste qu'on explore en fait, enfin moi voilà, juste différentes possibilités, hein, c'est tout, hein, voilà, c'est rien de transcendant, hein, c'est juste, encore une fois, c'est plus poser des questions qu'y répondre, mais sur les différentes en fait, sources, quelles peuvent être les différentes sources de la morale. Alors, bah, on va évacuer du coup celles qui ont été en fait explorées par les philosophes, au moins ça c'est fait. La morale, éventuellement, peut avoir une espèce d'origine plus ou moins absolue, hein, l'impératif catégorique. La morale peut avoir une origine, je sais pas si on peut dire affective, en tout cas, donc qui puise en fait dans l'empathie, dans la pitié, dans la compassion, dans le fait de s'identifier à l'autre et de ne pas vouloir lui faire du mal, parce qu'en lui faisant du mal, on s'imagine si c'était à nous ou à quelqu'un qu'on aime qu'on faisait du mal. La morale peut venir, voilà, d'une espèce de construction pour se protéger contre plus fort que soi, pour établir des règles, pour éviter la tricherie, pour éviter les abus. Voilà, et donc ça serait comme ça une espèce plutôt de protection. Et puis aussi une espèce de lutte de pouvoir ou de domination sourde, hein, voilà, dans le sens nietzschéen. Et puis, bah, on peut imaginer d'autres sources à la morale. Moi, quand on m'a posé la question, plusieurs fois je me suis du coup demandé, c'est vrai que la morale ça vient d'où? D'où ça peut venir comme ça cette conviction, comment on se forge une morale et qu'est-ce qui peut en fait arbitrer en fait être quelque chose qui nous aide en fait à départager en fait les comportements, à départager les idées, ça c'est bien, c'est mal, comment on départage, ça va être quoi notre critérium? Alors dans le cas, il y a différentes échelles en fait. Dans le cas d'une société, hein, dans l'échelle collective, la morale c'est relativement facile, on va dire. Parce que à l'échelle collective, finalement, on avait discuté au Salon 111. Hein, je vous renvoie à une séance du Salon 111 qu'on avait faite sur la morale. Je crois d'ailleurs que c'était cette question-là, d'où vient la morale, je ne sais plus. Euh, c'est vrai qu'au Salon 111, en fait, on avait établi que la morale, le meilleur moyen de la définir, et la façon la plus naturelle dont elle s'imposait d'elle-même, euh, collectivement, eh bien, c'était simplement par un projet de société. Dis-moi quel est ton projet de société, et je te dirai quelle sera ta morale. La morale va découler naturellement du projet de société. Voilà, c'est plus facile en fait de savoir ce qu'on interdit, ce qu'on autorise, ce qu'on encourage, ce qu'on punit, si on a une vue d'ensemble, une idée d'ensemble de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite obtenir. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui fait que ça plutôt qu'autre chose? Qu'est-ce qui fait que ça plutôt qu'autre chose? Si collectivement, c'est compliqué de se décider. Collectivement, hein, dites-vous. Hein, donc c'est pas chacun pour sa peau. Là, c'est vraiment comment on se met d'accord sur des choses qui nous dépassent quasiment. Et voilà, on se met d'accord sur un projet commun. Bien, le moyen le plus simple, c'est un projet de société. Une fois que le projet de société est clair sur le papier, la morale va d'elle-même s'imposer, va d'elle-même s'adapter pour permettre l'existence de ce projet de société. Donc, si c'est un projet de société qui est plus orienté évidemment sur, je sais pas, une espèce de projet écologique ou je ne sais quoi, bah forcément la morale va beaucoup s'en ressentir. Si c'est un projet de société qui repose beaucoup sur l'idée qu'il faut de la productivité, qu'il faut faire de l'argent, qu'il faut le travail, c'est la liberté, c'est le bonheur, eh bien, on va avoir une morale qui va beaucoup être axée sur le sens de l'effort, etc. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Donc ça c'est bon, le côté collectif. Là, évidemment, je vais plus m'arrêter sur le côté individuel. Euh, et alors, sur l'aspect individuel, du coup, bah, on l'a vu, hein, ça peut être compatible avec les choses qui ont été explorées par les philosophes, comme l'empathie, comme la pitié. Et justement, en fait, en parlant de pitié, bah, je vais commencer par là, en fait, moi-même, hein, dans mes hypothèses sur l'origine de la morale, quand je me suis posé la question, même pour moi, hein, personnellement, sur d'où pouvait venir la morale. Alors, je ne dirais pas pour ma part la pitié ou l'empathie, parce que je j'aime pas trop la coloration et c'est même moi je n'ai jamais ressenti trop ça comme ça. Je peux pas vraiment dire pour ma part que moi mes visées morales étaient orientées sur l'empathie spécialement ou la pitié. Mais en revanche, je pense que le sentiment et la sensibilité ont quelque chose à voir là-dedans. Le sentiment et la sensibilité. Euh, je pense même que c'est la clé absolue. Parce que quand des personnes me demandaient mais comment t'arrives toi à être si sûr que ça c'est ce qu'il faut faire ou pas ça, donc ça devient comme ça cette espèce de d'évidence quasiment, de sens moral sur certaines choses, sur les comportements humains en particulier, hein, je fais une parenthèse, mais c'est vrai que la morale aujourd'hui, vous voyez, elle garde quand même une connotation très collective. Les causes morales sont très collectives. Si vous regardez, c'est des questions d'acceptation en société d'un certain comportement, c'est des questions d'écologie,
de droits des animaux, de tout ça. La morale aujourd'hui, les gens, leurs évidences morales sont très liées à des enjeux collectifs et à des enjeux très ostensibles, voire ostentatoires, entre guillemets. Voilà. Et là, moi, j'aime bien me parler là d'une morale beaucoup plus intime, parce que plus on va vers l'intime, plus on va vers une morale qui se joue sur un microcosme, plus les gens sont paumés, et là, pour le coup, ont du mal à définir vraiment ce qui se fait et ce qui se fait pas. L'exemple typique, c'est que beaucoup de gens vont avoir des évidences assez facilement sur qu'est-ce qu'on fait avec l'environnement, qu'est-ce qu'on fait avec la tolérance de tel ou tel comportement sociétalement, etc. Des choses évidentes, hein, vous voyez, vous partez le plus évident, vous partez du meurtre, etc., le vol, etc. Et puis après, vous descendez sur tout ce qui est l'écologie et tout. Après, vous descendez sur l'alimentation, est-ce que c'est bien ou pas de manger de la viande ou pas. Puis, plus vous repliez sur l'intimité, plus c'est compliqué pour les gens de se prononcer moralement. Et là, même les gens qui sont très grandes gueules, qui ont un avis sur tout, qui sont sur d'eux surtout sur la morale, tant qu'on les entend plus, ils savent plus quoi dire. On leur demande de s'exprimer sur une morale amoureuse, une morale sentimentale. Là, en fait, généralement, leur refuge, c'est de dire qu'il n'y a pas de règles, que là, chacun fait ce qu'il veut, qu'il n'y a pas de morale, et que la morale, c'est archaïque, qu'il est interdit d'interdire, etc., que c'est à chacun de définir sa bulle et d'aller à la recherche de lui-même. Vous voyez, ça devient très flou tout d'un coup, c'est marrant. Plus on se replie vers les relations intimes, les relations humaines, interpersonnelles, d'individu à individu, amour, amitié, etc., plus les limites morales se font floues. Hein. Les gens sont très sur d'eux sur le côté sociétal, sur les causes sociétales, sur les grands enjeux, tant mieux. Mais plus c'est personnel, plus c'est privé, moins il y a de gens à impressionner, moins il y a de frimes à faire, plus c'est centré sur un comportement précis avec un individu, plus on va toucher aux notions de fidélité ou alors même de loyauté, de ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que l'amour, etc. Plus ça va se compliquer, chacun aura sa petite version des faits et encore n'aura pas de telles convictions, d'intimes convictions aussi profondes. Voilà, donc j'y reviens. Et voilà, moi quand on me demande du coup sur ces questions-là, beaucoup plus personnelles, où les gens ont plus de mal à se faire un avis, on va dire en quelque sorte, sur ce qui est bien ou pas de faire, quand on me demandait d'où ça vient, on pensait à tort, que c'était intellectuel, que c'était intellectualisant. Et c'était demandé dans ce sens-là. D'où ça te vient, sous-entendu, c'était quel est ton raisonnement, quelle révélation intellectuelle, philosophique tu as eue que nous n'avons pas eue. Et en fait, ça, c'était une mauvaise approche parce que c'était pas du tout euh, intellectuel. Ça n'a jamais été intellectuel. Même sur des choses, vous voyez, sur la drogue, sur le tabac, sur tout ça, sur l'alcool et tout, sur lequel j'ai des vraies répulsions morales. Je suis très anti-alcool, très anti-drogue, etc. C'est vraiment des choses qui me révulsent. Pour beaucoup de gens, c'est flou tout ça. C'est-à-dire que ils sont pour ou contre pour eux-mêmes, ils savent ce que eux veulent ou pas. Moi, j'ai envie d'en consommer, moi, j'ai pas envie. Mais très peu de gens vont avoir une espèce de répulsion vraiment sans ambiguïté. Il y a beaucoup de questions dans ce podcast-là, à partir de maintenant, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, tu sais, bon, tant que c'est pas moi. Et puis le fameux, hein, El Famoso, et ça pourrait quasiment être en discussion avec Kant hein, sur l'impératif catégorique, hein, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Oh, tant que ça tue personne, tant que ça fait de mal à personne. J'adore parce que pour beaucoup de gens, alors, c'est large, hein, la morale, quelque chose devient discutable, possiblement bien, tant qu'il n'y a pas mort d'homme. Alors, imaginez le nombre de choses que l'on peut permettre, envisager de faire, concevoir, si notre seul critère pour définir si c'est moral ou pas, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, bon, ça va, ça tue personne. Ça laisse quand même un sacré champ, hein, parce que beaucoup de choses qui sont, on pourrait dire, mal, ne tuent pas. Elles font presque pire, on pourrait dire. Hein, si on ne met pas la mort, on se met la hiérarchie des choses les pires à faire. Mais ça, c'est des gens, typiquement, ils sont dans leur moralité comme certains sont dans un pantalon trop large ou un froc trop large, quoi. Ça se promène, quoi. Ça ballotte dedans, quoi. Hein, ça nage. Parce que c'est extrêmement flou, c'est extrêmement vaste. Et là, ça montre en fait une espèce de veulerie morale. Si votre seul critérium, votre seule aiguille pour qualifier un acte, un choix, un comportement, une attitude, c'est bon, ça tue personne, hein. Ouais, bon, il y a pas mort d'homme. Hein. Ou alors, le plus égotiste, ouais, bah, moi, de toute façon, tant qu'on me fout la paix, ouais, bah, moi, de toute façon, tant que ça me concerne pas, ouais, enfin bon, moi, après, tant qu'on me. Vous voyez, ça, ce sont des choses, pour le coup, c'est typiquement, pour le coup, des critères beaucoup, beaucoup trop larges. Alors, on peut se poser la question, comment ça se fait que ces personnes-là n'ont que ça comme critère? Comment ça se fait que le seul truc qui leur revient par rapport à certaines choses, c'est ça? Justement, on pourrait presque poser la question à l'inverse, quand on dit d'où vient la morale, comment tu fais pour savoir ce que tu veux? On pourrait se poser la question, comment vous faites pour ne pas savoir ce que vous voulez? Euh,
pour ma part, moi, une des origines que j'aurais donné à la morale, et genre, je dis ça, je m'inspire de moi, de mon ressenti à moi, c'est le sentiment et la sensibilité. Parce que, voilà, encore une fois, quand on me demandait, moi, d'où vient la morale, mais d'où ça vient, cette conviction que ça c'est pas bien, que ça c'est bien, pourquoi ça te répugne, ça te. Bah justement, tout ça n'est pas intellectuel, n'est intellectuel que dans un second temps. Moi, j'insiste dessus depuis un petit moment et j'étais très content de rencontrer ça chez Proust, où il insiste beaucoup dessus, hein. D'ailleurs, c'est l'incipit de son essai contre Sainte-Beuve, hein. Plus les années passent, plus je me méfie de plus en plus de l'intelligence, ou je trouve que l'intelligence est très discutable, etc. Je ne sais plus comment il le formule. Et c'est une idée qui revient beaucoup dans la recherche du temps perdu. Proust a beaucoup remis l'intelligence à sa place en démontrant à quel point l'émotion était première, l'émotion venait en premier. Et ça, j'y crois depuis un moment. Et j'étais content de retrouver ça chez Proust. Et, euh, et je pense que pour la morale, c'est le cas. Et on avait fait un salon sur le jugement, un salon ensemble sur le jugement. Et d'ailleurs, je ferai, je pense, un podcast sur le jugement à nouveau. Mais j'avais expliqué personnellement, justement, que une phrase qui pour moi sonnait très faux, c'était non, mais je juge pas, tu sais. Alors, effectivement, bien des fois, d'ailleurs, c'est souvent la bonne attitude à avoir, mais on s'abstient d'exprimer son jugement. Parce qu'on ne veut pas juger quelqu'un, c'est-à-dire qu'on ne veut pas juger ad hominem, c'est normal, c'est à moins des corrections. On balance pas quelqu'un en face comme ça, brut de décoffrage, un jugement. C'est ad hominem, c'est limite une insulte, ou ça peut vraiment être un peu agressif et ça peut être mal vécu. En revanche, un truc auquel je ne crois pas, c'est qu'on ne juge pas. Ah mais je te juge pas, ah mais moi tu sais, j'ai pas de jugement. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Justement, précisément parce que moi je crois en le fait que le jugement vient de l'émotion, non pas de l'intellect. Si le jugement venait de l'intellect, euh, déjà, ce serait compliqué de croire qu'il n'existe pas parce que l'intellect lui aussi va très très vite. Vous avez parfois pensé des choses ou imaginé des choses dans votre tête avant même d'avoir eu le temps de vous censurer. C'est vous empêcher de le dire, vous pouvez faire, mais vous empêcher de le penser, c'est quasiment impossible. Vous allez y penser trop vite, c'est comme la lumière en fait, c'est la vitesse de la lumière, ça va trop trop vite. Avant même que vous ayez le temps de vous dire je ne dois pas y penser, vous y aurez pensé. Donc, bon, déjà, rien que pour l'intellectuel, c'est déjà pour moi caduque comme idée. Mais le sentiment, encore plus. Et moi, je pense que le jugement vient du sentiment. Je pense que quand quelqu'un nous raconte quelque chose, on juge, même quand on croit qu'intellectuellement on ne juge pas. Quand intellectuellement on fait un effort, on dit non, je ne veux pas juger, je ne veux pas juger, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas d'avis. C'est n'importe quoi. Votre cerveau, peut-être, lui, se convainc qu'il n'a pas d'avis, mais vos tripes, on va appeler ça comme ça. Parce que c'est du cerveau aussi, machin, ça n'existe pas, le triple cœur, c'est des métaphores littéraires. Oui, mais voilà, mais elles sont bien commodes, d'accord? Oui, on a compris, on sait que c'est le cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même une réaction émotive. Quand quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez vous sentir choqué, ravi, fier, amusé, circonspect, inquiet, effrayé, admiratif, quoi que ce soit. Vous voyez, vous allez ressentir quelque chose. Vous allez avoir un sentiment. Et il est plus fort que vous. Il est immédiat. Quelqu'un vous dit quelque chose et vous avez une réaction émotive, émotionnelle. Ça vous fait quelque chose. Ça vous fait quelque chose. De négatif ou de positif. Et ça, c'est le point initial de votre jugement. Vous avez jugé à ce moment-là. Même si votre intellect censure, vous venez d'avoir une réaction. Quelle était-elle? Négative, positive? Et ça, c'est un début de jugement. Alors, vous l'exprimez ou pas d'ailleurs. Et du coup, le moment où on ne l'exprime pas. Mais on a ressenti quelque chose. Ce que l'autre nous a dit, ça nous a fait réagir, ça nous a fait ressentir quelque chose. Un ami vous parle, dit un truc à te dire, tu sais, j'ai trompé machin. Ça va vous faire réagir, normalement. Il y a peu de chances que ça vous laisse indifférent. Soit ça va vous donner une impression plutôt positive, admettons, pour X raison, vous trouvez ça positif, soit ça va vous répugner, vous déplaire, et là vous avez une réaction, vous ressentez quelque chose quand on vous le dit, ça vous choque, ça vous interpelle. Et donc ça, c'est l'origine pour moi, et du jugement. Le jugement vient d'abord par l'émotion, et après seulement il est intellectualisé, formulé, examiné par l'intellect. Et la morale, du coup, l'appréciation morale me semble être du même ressort. D'abord, on ressent quelque chose comme bien ou pas bien, ça nous fait du mal ou du bien, ça nous inspire un sentiment positif ou négatif, et dans un second temps, l'intellect se fait l'interprète de cette sensation, de cette émotion première, et va formuler ça en bien, en mal, mettre des arguments dessus, bref, intellectualiser, mais d'abord on ressent. Alors de là, en espèce de corollaire ou de réciproque, et je fais un pas vers presque un aspect plus polémique de la question, mais faisons un lien de cause à effet. Si le jugement et comment, la morale trouve son origine en partie, au moins en partie, dans le sentiment et dans la sensibilité de la personne,
on peut faire un lien vers le fait que plus une personne sera sensible, plus elle aura de facilité à développer une morale. Alors, évidemment, c'est un discours qui peut déplaire parce que ce serait sous-entendre qu'on n'est pas égaux face à notre capacité à élaborer de la morale et que, encore une fois, l'élite, entre guillemets, des sensibles, des âmes sensibles, comme les appelait Stendhal. Stendhal adorait cette expression, les âmes sensibles. Il disait qu'il s'adressait aux âmes sensibles. Euh, En fait, serait une espèce en fait comme ça de population favorisée pour établir une morale, aurait plus de morale que les autres, etc. Mais c'est pas complètement aberrant. Si on prend l'extrême opposé des âmes sensibles, qui seraient du coup les âmes insensibles, ou les sans état d'âme, on obtient les psychopathes. Les psychopathes se définissent, le psychopathe c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Alors oui, on retrouve l'empathie, on retrouve la pitié de Schopenhauer, l'empathie. Mais les psychopathes n'ont pas de sentiments, n'ont pas d'empathie. C'est un psychisme défaillant, malade, qui n'a pas de sentiments, n'a pas d'émotion, n'a pas d'empathie. Et ce défaut d'émotion, de sensibilité, d'empathie, la conséquence, ils n'ont pas de morale. Ils n'ont pas de morale. Parce qu'ils ne ressentent pas en fait. Donc ils n'ont pas d'évidence morale, ils ne ressentent pas, et puis l'empathie n'en parlant pas. Et donc du coup ça peut créer les profils psychopathes. Donc l'extrême inverse, plus les gens seront sensibles, émotifs, sensibles, etc., peuvent développer une empathie du coup, et ont des sentiments forts, plus ils vont réagir aux choses de l'extérieur qu'ils observent, qu'ils voient, qui se passent, et vont être en mesure, vu que ça leur fait ressentir des choses, d'établir si c'est bien, c'est mal, ça leur semble bien, ça leur semble mal, ça leur fait du bien, ça leur fait du mal, ça se fait pas, etc. Et voilà, donc on peut établir quand même un lien entre, dans l'origine de la morale, sur le plan plus individuel, entre la sensibilité et la morale, le sentiment et la morale. Du moment que avant tout on ressent avec ses tripes, on réagit émotionnellement à quelque chose, avant que ce soit intellectualisé, que l'intellect prenne le relais et le formule et le théorise, on ressent quelque chose. Et donc plus on est apte à ressentir, plus on est sensible, plus il y a des chances que cette sensation et cette acuité morale soit précise. Voilà, donc moi c'est vrai que c'est un truc auquel je crois, je pense que la morale découle en bonne partie du sensible. Voilà, donc peut-être, voilà, on peut hasarder, mais que voilà, quand on me demandait d'où vient la morale, etc., peut-être que ça venait d'une forme de sensibilité que j'avais. Voilà, que comme j'étais très sensible, des choses me choquaient, m'interpellaient, qui ne choquaient peut-être pas d'autres, qui étaient moins sensibles, et moi ça m'interpellait. Et du coup, de cette réaction qui me froissait, qui me blessait, qui heurtait ma sensibilité, j'étais en mesure de dire ça me plaît pas, ça se fait pas, c'est bien, c'est pas bien, et que des choses qui pour les autres semblaient soit un peu indifférentes, soit un peu égales, et les choquaient pas spécialement, moi j'étais là, j'ai dit ah non, moi c'est hors de question, ça me choque, etc. Alors j'aime pas aujourd'hui parler comme ça parce que malheureusement, ce discours qui avait encore une certaine fraîcheur il y a quelques années de ma part, et j'ai jamais été, de toute façon, même à l'époque où ça n'existait pas, j'ai jamais eu quelque chose qui se rapprochait d'être un woke dans mon comportement et ma façon d'être, mes amis pourraient vous le dire, mais il est vrai qu'aujourd'hui, c'est terrible parce que des choses, pourtant qui sont des choses que j'ai pu ressentir et être, ça sonne terrible pour moi. De dire les termes ça me choque, vous voyez, aujourd'hui on entend ça tout le temps, mais ça me choque, je suis choqué. Parce qu'aujourd'hui, cette espèce de sensibilité morale, en fait, c'est devenu une parodie, c'est devenu une espèce d'exagération continue, c'est devenu une espèce de posture généralisée. Être indigné, je suis indigné, je suis choqué, l'indignation, etc. Il y avait un gag excellent dans South Park où il y avait Stan ou Kyle qui était interviewé, il y avait marqué en sous-titre par les chaînes d'infos Outraged Millennial, donc millennial outragé, ça résumait tout, les millennials qui sont tout le temps outragés, outrés, pas outragés, outrés, choqués. Et voilà, donc c'est vrai que j'aime pas trop ces termes aujourd'hui, parce que là ils ont pris un sens beaucoup plus qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Il y a des gens qui sont des choqués professionnels, des sensibles, des hypersensibles entre guillemets de la morale. Mais encore une fois, j'attire l'attention sur le fait que ce sont des choses très sociétales au fond qui sont choquées. Même quand un truc a l'air intime, au fond, comme ils le mènent sur le terrain de la société, au fond ils cherchent beaucoup une validation extérieure. Bref, donc bon. On peut partir du coup du sentiment, de la sensibilité. Il y a une autre origine en fait de la morale dans les hypothèses que je fais, que j'aime bien personnellement, qui est une hypothèse qui me semble aussi très juste. Mais alors à nouveau, ça va peut-être sonner un peu spécifique et tout, mais c'est ce que je rassemblerais sous la notion d'idéal. Alors ce que j'aime bien avec ça, c'est qu'en plus là du coup c'est très spécifiquement humain.
hein. Là, on est vraiment dans ce qui sont les spécificités humaines. Déjà, la sensibilité à un certain degré, bon, aussi extrême. Bon, voilà, on est dans l'humain, mais bon, voilà, encore une fois, les défenseurs des animaux vont dire, mais non, mes animaux, ils ont une sensibilité, non, non, bon, d'accord. Mais alors là, l'idéal. Là, la notion d'idéal, c'est une abstraction si folle que l'idéal, bon, là, ça devient plus compliqué chez les animaux. Là, on est vraiment dans un truc très humain. Et alors, l'idéal, il y a plein de sortes d'idéaux, hein. Il y a donc, déjà l'idéal dans l'absolu, l'idéal, bon. Et puis il y a des idéaux de différentes choses, hein. Il y a un idéal masculin, un idéal féminin, un idéal politique, un idéal religieux, un idéal, bref, esthétique, enfin tout ce qu'on veut. Euh, l'idéal, l'idéal en fait, auquel je pense, moi il y en a plusieurs, mais c'est vrai que c'est un peu les grandes notions en fait, hein, les notions un peu qu'on a l'habitude de rencontrer même en philosophie, hein. En gros, les principaux idéaux, hein, quand on rencontre en philosophie, c'est le bien, le vrai, le juste, le beau et éventuellement le légitime. Voilà, moi c'est ceux qui me viennent en tête, là je sais pas si j'en oublie, mais c'est ceux que, voilà, que moi j'ai souvent comme ça en tête, hein. Donc l'idéal du bien, le bien, l'idéal du vrai, la vérité, l'idéal du juste, la justice évidemment, l'idéal du beau, la beauté, hein, et l'idéal du légitime, la légitimité, voilà. Donc ça, la dimension d'idéal me semble très importante. Parce que vous voyez, ce serait à l'échelle individuelle en fait l'équivalent de ce que je décrivais tout à l'heure sur le projet de société. Collectivement, dites-moi quelle société vous voulez et votre morale en découlera d'elle-même. Eh bien, si vous avez un idéal personnel, et si vous avez un idéal personnel mais que vous formulez pour l'ensemble de l'humanité, vous dites voilà mon idéal pour l'humanité, pour le monde, eh bien, de cet idéal vont découler logiquement des choses en fait. Forcément. Si vous avez un idéal de bien, de juste, de vrai, de beau, voilà, vous l'avez défini selon tel terme, tel terme. En fait, c'est comme inscrire des coordonnées dans un cockpit, dans un avion. Il n'y a plus qu'à être en pilotage auto parce que de toute façon, ça y est, ces coordonnées sont entrées. Et si vous entrez les coordonnées d'un idéal précis en vous, ben, toute la morale va en découler très logiquement en fait, très très logiquement. Alors ça peut aussi être dans l'autre sens éventuellement. Admettons peut-être que des choses vous ont, on partait du sentiment, des choses vous choquaient, des choses vous plaisaient, et en conjecturant ce qui vous plaisait, vous déplaisait, ce qui vous choquait, vous satisfaisait, se sont dégagés des principes moraux et eux-mêmes en fait ont amené à l'accouchement d'un idéal. Vous avez accouché d'un idéal qui est le produit logique de cette moralité. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, c'est peut-être plus facile. Vous partez d'un idéal et puis c'est pas intellectualisé hein, spécialement. Encore une fois, l'idéal, ça fait genre attention, j'ai réfléchi à un idéal. Non, non, c'est pas du tout ça. L'idéal lui-même peut, vous voyez, on peut tout mélanger, on va faire des mix. Mais l'idéal peut venir du sentiment. C'est votre trip qui vous dicte cet idéal. Vous avez un idéal de... Oui, on parle d'émotion, là. La beauté, c'est une émotion, la beauté. J'ai fait un podcast là-dessus, hein. La beauté est un critère superficiel. J'ai bien essayé de démontrer comment la beauté était, pour moi, avant tout une émotion. Même le vrai hein, est une forme d'émotion. Si on va par là, la vérité est une émotion particulière. Euh, donc, la notion d'idéal est intéressante. Alors, elle est très... elle inspire beaucoup de méfiance parce que... euh, pour les gens, ça renvoie à l'idée de perfection. Un idéal, c'est une perfection. Et la perfection a très mauvaise presse. Alors, on peut comprendre aussi pourquoi en partie. Et puis, elle a mené là aussi à des dérives, etc. Mais la perfection, voilà, est très mal vue, peut-être excessivement. L'idéal, en plus, et là, en fait, c'est marrant, ça va me faire une transition vers le point suivant, comme origine possible de la morale. Mais l'idéal a un peu perdu aussi parfois de sa notion artistique. Hein. L'idéal, ça fait un petit peu idéal quasiment politique en fait, hein. Je pense que le terme idéal a été très politisé et maintenant on imagine un truc très, un régime en fait politique qui a un idéal quoi, limite l'idéal soviétique, l'idéal voilà communiste ou je ne sais quoi, et en fait on perd un peu la dimension un peu plus esthétique des choses avec l'idéal. Mais en tout cas, cette capacité à avoir un idéal est un moteur énorme pour la morale et pour avoir des évidences en termes de morale. Et j'ai envie de dire aussi, et là en fait en prenant une autre origine possible de la morale, je vais faire un petit détour, ce qu'on appelle l'idéal du moi. Alors ça c'est plus de la psychanalyse, hein, mais en psychanalyse, l'idéal du moi c'est très important. Alors ça fait partie de la théorie du narcissisme, hein, mais qui est excellente, hein, et donc ça m'a un peu tout mélangé parce qu'il y a aussi bon le surmoi va aussi s'en mêler. Mais en gros, si on fait un peu un melting pot de psychanalyse là, nous avons donc le moi qui va
soit se créer, soit en fait au gré des expériences et des ressentis, etc., va avoir un idéal du moi. Voilà. Vous avez un moi et votre moi a un idéal de lui-même, quelque chose que vous visez, voilà, qui est pour vous, comment vous voyez au meilleur de vous-même, ou à quoi vous aspirez, ce que vous voulez être. Le truc, c'est que pour être à la hauteur de ce moi, en plus selon l'exigence, parfois ça peut, selon à quel point vous êtes ambitieux, comment votre idéal du moi est ambitieux, eh bien c'est autant plus difficile peut-être d'y correspondre, d'être à la hauteur. Vous vous rendez compte, vous êtes à la hauteur de votre propre projection idéalisée de vous-même. Eh bien c'est là qu'intervient le surmoi. Vous allez avoir cette instance, le surmoi c'est ça, c'est une instance de contrôle entre guillemets du moi, qui est là en fait pour censurer vos actes, vos pensées, qui vous culpabilisent. Alors là, ça ne plairait pas à Nietzsche, qui déteste la notion de culpabilité, qui pense que la morale est avant tout conçue autour de la notion de culpabilité, et là pour en fait vous culpabiliser d'être heureux, vous culpabiliser d'être puissant, vous culpabiliser de réussir, et qu'on survalorise la faiblesse, l'échec, parce que ça veut dire qu'on est, au fond, on est sincère, on est quelqu'un de meilleur si on galère, etc. Mais c'est vrai que le surmoi, typiquement en fait, aujourd'hui les réactions qu'on a, les gens deviennent fous à cause du surmoi parce qu'il y a tellement de culpabilisation sur le fait de penser ça, d'avoir tel humour, de faire telle blague, de ne pas avoir été tolérant sur ça, de ne pas avoir dit ça, qu'en fait le surmoi est en train de disjoncter parce qu'on est tout le temps en train de s'accabler, d'avoir peut-être eu une blague de mauvais goût, d'avoir fait une parole de travers, d'avoir pas pensé de la bonne façon, d'avoir été phobe de quelque chose, phobique de ça, phobe de ça, phobe de ça. Ça, c'est typiquement du surmoi en action, du surmoi sociétal et du surmoi individuel. Et donc le surmoi, qui n'a pas toujours que des mauvais aspects, là, je trouve que c'est un surmoi qui est en train de dégénérer complètement, on se pense ce qui se passe, donc c'est pas bien. Mais le surmoi, quand il part pas de quelque chose de trop tyrannique et dingue, c'est quelque chose de sain et de tout à fait bien en fait. C'est une instance intérieure, c'est un peu comme votre tribunal intérieur, pas besoin d'un recours d'un tribunal extérieur qui est là pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, selon les règles que nous-mêmes nous sommes édictées comme ligne de conduite et comme objectif que nous avons d'un idéal du moi. C'est à ça que je veux ressembler et si je vais y correspondre, je dois me comporter ainsi. Ce qui intervient aussi dans cette notion d'idéal du moi, ce qui va vous donner la discipline en quelque sorte aussi parfois, vous aider en tout cas à avoir la discipline pour le respecter, parce qu'il y a des gens, on le sait, c'est très courant, ils ont un certain idéal de leur moi, mais comme c'est du boulot de l'atteindre ou d'y correspondre, ils n'ont pas trop envie de bosser entre guillemets, donc ils ont cet idéal, alors parfois ils s'idéalisent, ils se voient meilleurs qu'ils ne le sont, ou alors ils ont bien une idée précise de ce qu'ils auraient voulu être ou voudraient être, mais ils n'ont pas trop envie de se donner la peine d'y ressembler, ils vont préférer s'écouter on va dire et ne pas trop faire d'efforts. Mais ceux qui y arrivent, une de leurs motivations n'est pas forcément la peur de leur surmoi, une espèce d'obsession, etc. Mais on retrouve une qualité, encore une fois, sous-estimée, encore une fois, une caractéristique qui est très décriée, très mal aimée, très sous-estimée, pourtant qui a ses vertus, c'est l'orgueil. Voilà, l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui vous fait tenir debout. L'orgueil, proche de la fierté, etc., c'est quelque chose qui peut vous garantir une forme de dignité. Et c'est quelque chose, en fait, qui peut paraître complaisant, et en fait, qui ne l'est pas forcément. L'orgueil, c'est pas forcément complaisant. L'orgueil, c'est beaucoup d'astreintes, éventuellement d'ascèse, d'efforts, parce que l'orgueil, justement, par fierté, va s'interdire beaucoup de choses ou se forcer à faire beaucoup de choses pour courir après l'idéal du moi, en fait. L'orgueil est très lié à l'idéal du moi. Et quand on est blessé dans son orgueil, généralement, c'est que quelque chose dans notre idéal du moi a été blessé, en fait. On s'est retrouvé en contradiction avec l'idéal du moi qu'on a. Et ça, c'est très douloureux parce que du coup, il y a une fissure narcissique. Votre idéal du moi participe à ce pourquoi vous vous aimez, à ce qui fait que vous vous appréciez en tant que personne. Autant dire que c'est quand même assez important de s'aimer un minimum parce que malheureusement, on est la seule personne avec qui on est sûr de rester bloqué à vie. Les gens qui traversent la vie, bon, certains, on a la chance ils sont loyaux, ils sont tout le temps avec nous. Mais la seule personne où on est sûr de passer tout le temps sa vie avec, c'est nous. Ça, c'est clair. Il n'y a que le suicide. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, s'il y a bien quelqu'un avec qui ça marche, c'est nous-mêmes. Alors, on est sûr qu'on est avec nous-mêmes jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, il vaut mieux que ça se passe bien. Et donc, pour que ça se passe bien, il faut un minimum s'apprécier. Ça se passe toujours mieux comme ça. Et donc, pour s'apprécier, c'est vrai que souvent, l'idéal du moi s'en mêle. Voilà, j'ai un idéal de moi-même que je vise éventuellement. Et plus j'y corresponds, plus je suis fier de moi, plus j'ai l'estime de moi, et plus je suis sûr de moi, etc. Et donc, quand quelque chose se passe qui contredit ça, qui le contredit complètement, et qui nous montre en gros que nous ne sommes pas à la hauteur de notre idéal du moi, voire même que nous sommes à son opposé, eh bien, il y a une forme d'humiliation intérieure et une vexation. Et donc, ça peut faire des dégâts. Et donc, les personnes qui peuvent être très fières ou très orgueilleuses sont les personnes qui ont un idéal du moi fort, parfois, et surtout qui vivent très mal cette contradiction.
Parce qu'il y a des personnes encore qui ont un idéal du moi, mais qui vont prendre ça un peu à la décontraction. Dire, bon, au pire, c'est pas grave. C'est des gens aussi qui aiment bien dire, oh, personne n'est parfait, oh, de toute façon, je suis qu'un humain, oh, on est tous des animaux. Il y a des gens aussi comme ça qui ont créé des défenses, en fait, hein, des mécanismes de défense pour être très complaisants avec elles-mêmes, en fait, pour pas être jamais très sévères avec elles-mêmes. Eh bien, les gens, parfois orgueilleux, vont être tout le contraire de ça. Ils vont pas se donner des excuses. Ils vont pas être dans cette complaisance. Ils vont refuser d'avoir recours au oh, après tout, je ne suis que ça. Après tout, je ne suis que ça. Vous savez, j'ai des défauts. Vous savez, j'ai machin. Eux, ils vont vouloir se convaincre que tout ça, c'est pas des arguments, que c'est pas des raisons, et qu'ils valent mieux que ça, etc. Et tout. Alors, ça a des aspects négatifs, peut-être, en termes de l'orgueil, c'est pas toujours très positif, mais ça peut être un moteur, du coup. Parce que la personne va être dans une exigence vis-à-vis d'elle-même, pour satisfaire elle-même, satisfaire à son orgueil du moi, à son idéal du moi, pardon, et aussi pour être crédible aux yeux des autres, pour pas perdre sa crédibilité, pour pas perdre la face, ou voilà, eh bien, va être très exigeante avec elle-même, et va rien se laisser passer. Dans d'autres circonstances, elle se serait laissée tenter de faire quelque chose, qu'elle aurait transigé avec sa moralité, mais l'ultime truc qui va le faire tenir le coup, c'est l'orgueil. Ça, c'est plusieurs fois arrivé, hein. Il y a des gens, tout a cédé. Leurs principes moraux ont lâché, leur surmoi, il est parti en vacances ou il a démissionné, tout a foutu le camp, et le seul truc qui va les retenir de faire quelque chose, c'est leur orgueil, leur fierté. C'est tout ce qui leur reste, c'est le dernier truc. Et vous voyez comme quoi, ça peut éviter de faire des conneries parfois. Parce que tout avait lâché, toutes les résistances avaient lâché, et la seule résistance qui est là, qui subsiste, c'est l'orgueil. L'orgueil qui est une espèce d'ultime censeur, d'ultime gardien du temple, qui est là pour intervenir et dire non, je refuse de donner cette image-là de moi, ou je refuse de faire cela, c'est indigne de moi, je ne pourrais pas vivre en sachant que j'ai fait ça, c'est ma fierté, c'est mon orgueil, etc. Et donc l'orgueil, et non pas la vanité, qu'il ne faut jamais confondre avec la vanité, parce que pour le coup, la vanité, elle est plus à l'œuvre dans les... C'est marrant, mais dans les questions morales plus publiques ou sociétales. Parce que là, il y a une mise en spectacle. L'orgueil, c'est un peu plus personnel, c'est un peu plus intime, l'orgueil. L'orgueil, c'est entre soi et soi, hein. On a un personnage orgueilleux vis-à-vis de nous-mêmes, hein. C'est ce que dit Schopenhauer au passage, hein. C'est la définition de Schopenhauer pour l'orgueil et la vanité. Schopenhauer dit que l'orgueil, c'est l'estime que l'on tire de soi, pour soi, et la vanité, c'est l'estime que l'on tire de soi chez les autres, hein. C'est l'estime l'estime de soi qu'on puise chez les autres. Donc typiquement, quand on fait quelque chose d'ostentatoire pour se montrer, pour être félicité, pour être récompensé, etc., c'est de la vanité. Tout ce qui tourne autour du regard des autres, c'est la vanité. L'orgueil, c'est le regard de soi sur soi. Donc les gens orgueilleux, c'est pas anodin si c'est souvent des gens solitaires. Les artistes, etc., sont les gens très orgueilleux. Parce que souvent, ce sont les gens qui sont un petit peu seuls. Ils ont vraiment, parce que des gens comme Baudelaire, etc., je pense à des gens comme Baudelaire qui est très orgueilleux. Pendant longtemps, c'est les gens qui ont été anonymes. Personne ne les connaissait, ils n'étaient pas célèbres, etc. Donc ils risquaient pas de se définir par rapport à une vanité, parce qu'il n'y avait personne à impressionner, ils n'étaient pas du tout connus. Donc ils étaient plutôt dans un rapport à eux-mêmes, dans un orgueil. Ils puisaient leur estime d'eux-mêmes par eux-mêmes, en eux-mêmes, hein. Ils puisaient en quelque sorte dans la banque de leur fierté personnelle, parce que il y avait personne à qui emprunter de la fierté, parce que personne n'allait leur prêter, parce que personne ne les connaissait, personne n'allait les complimenter, les féliciter. Et donc voilà. Mais c'est vrai que les gens qui vivent beaucoup en société et qui regardent beaucoup, qui sont très attentifs au regard des autres sur eux-mêmes, hein, généralement, on observe généralement une tendance ou l'autre. Généralement, les gens sont plus vaniteux ou plus orgueilleux. Et ça dépend justement s'ils sont plus centrés sur leur regard à eux-mêmes, sur eux-mêmes, ou s'ils sont plus centrés sur le regard des autres sur eux. Où ils puisent le plus leur estime. Est-ce qu'ils la puissent plus dans le regard des autres, ils ont besoin d'approbation des autres, ou est-ce qu'ils sont plus dans qu'il y a besoin d'être fiers d'eux-mêmes, beaucoup à se regarder éventuellement, avec les dérives que ça implique des deux côtés, hein. Parce que les gens qui cherchent beaucoup la vanité vont être superficiels, vont sans arrêt être dans le show, dans la représentation, dans le faire semblant pour satisfaire, pour plaire, et dans l'ostentation, dans le surjeu. Mais les gens orgueilleux, évidemment, vont aussi avoir une tendance un peu à l'égotisme, au narcissisme, etc., repliés sur eux-mêmes, être très fiers d'eux-mêmes, etc. Voilà. Donc bon, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, l'orgueil dans ces moments-là, voilà, est un moteur. Il faut dire aussi la vanité, encore une fois, hein, même la vanité, même ceux qui puissent dans la vanité, là, des choses qui se passent, qu'on observe autour des causes publiques, clairement, ont des origines dans la vanité. Alors, c'est-à-dire certains, tant mieux, ça leur permet d'être en cohérence avec leurs convictions et d'être durs avec eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Mais il y a des origines plus superficielles là, parce que du coup, ils cherchent autre chose derrière. C'est très intéressé quelque part. Ils cherchent une validation sociale, ils cherchent à se faire aimer, à se faire accepter, à appartenir à un groupe, à avoir un brevet de fréquentabilité, à apparaître quelqu'un de bien pour les autres et non pas pour eux-mêmes. Donc il y a un côté très superficiel. Mais l'orgueil, voilà, en effet, peut être en tout cas un ressort. À mon avis, fait partie de la question de la morale. Je pense que les gens qui ont une morale affirmée et forte sont des gens d'orgueil.
qui parfois, on peut le dire comme ça, se prennent pas forcément pour de la merde, et comme ils se prennent pas pour de la merde, eh bien, ils ont un certain standing. Vous voyez, on peut prendre des termes aussi d'hôtellerie quasiment, il y a un standing comme dans un hôtel, et comme ils se prennent pour un établissement qui n'est pas un établissement, oui, c'est un établissement honnête chez nous, monsieur, hein. Nous sommes un établissement honnête, hein, nous sommes des gens bien, et donc on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, comme ces gens-là ont un certain standing, eh bien forcément, leur comportement, leurs valeurs, leur morale vont se ressentir parce qu'ils ont une certaine idée, voilà, un idéal, du moins, encore une fois. Et donc, bien sagement défendu par leur orgueil qui est prêt à intervenir dans les cas les plus radicaux où tout aurait lâché. S'il y a une ultime raison qui leur restera de ne pas agir d'une certaine façon, même si tout le reste a foutu le camp, c'est leur orgueil. Je ne peux pas perdre la face par rapport à moi-même, je ne peux pas me trahir, je ne peux pas vivre après avec cet échec ou ce reniement de moi. Et donc, ça crée en fait des crans de sécurité très très forts. Alors, en parlant d'idéal, j'évoquais donc différents types d'idéaux, hein, assez caractéristiques, hein, comme l'idéal du bien, le juste, le vrai, le beau. Et justement, je vais m'arrêter sur le dernier, hein, qui est un de ceux qui me tient le plus à cœur, et qui va être je pense, le dernier grand point dans ce que je suppose être une des origines de la morale, le beau, la beauté. Alors ça peut surprendre, parce que certains diront, attends, la morale, la beauté, c'est que cette histoire. La beauté, c'est physique, c'est un peu superficiel, c'est esthétique. La morale, c'est plus abstrait, la morale, c'est comportemental, tout ça, enfin, c'est quoi le rapport? Ça a tout à voir, et moi, personnellement, c'est dans ma morale, dans mon fonctionnement de ma morale, je pense que c'est avec le sentiment et la sensibilité ce que je mets en premier. Bien plus encore peut-être même que l'idéal en soi. Euh, je crois beaucoup en fait en la notion de beauté là-dedans, le beau, la beauté morale. Et ce n'est pas du tout une invention de moi, c'est pas du tout nouveau, c'est pas du tout glucose ou improbable, c'est quelque chose de très très ancien. Et quand je dis ancien, donc c'est vraiment jusqu'à l'Antiquité. L'invention du beau moral, déjà, c'est rien que Platon déjà. Platon, Socrate, on rencontre déjà la notion de beauté morale. Les anciens, l'Antiquité, la notion de beauté morale est très très présente. Euh, Parce qu'on est encore à une époque, il faut quand même le dire, aussi, où on croit beaucoup à la physiognomonie, hein. On croit que, pour citer Laclos dans Les Liaisons Dangereuses, votre âme est sur votre figure, hein, la citation dans la dernière lettre des Liaisons Dangereuses. Donc à l'époque, on croit, alors évidemment à tort, hein, pour le coup, mais que quelqu'un qui est moche quelque part, ça dit des choses sur la laideur de son âme, et que quelqu'un qui est beau, c'est que voilà, il est beau moralement, quoi, voilà, qu'il y a une assimilation entre votre physique et votre valeur morale. Alors, heureusement, c'est pas le cas. Mais ceci dit, du coup, ça montre que eux croyaient beaucoup en la beauté morale, en l'adéquation entre la morale et la beauté. Que la morale est une affaire de beauté. Et la beauté, qu'est-ce que c'est? Entre autres, c'est l'harmonie. C'est aussi une notion très importante chez les anciens. euh, Dans une expression chez Platon comme l'harmonie des sphères, etc., hein, leur façon dont ils concevaient le cosmos et tout, les notions d'harmonie, d'équilibre, de symétrie étaient très importantes. Donc, du coup, on connaît, hein, les Grecs étaient de grands esthètes, etc., donc tout ça évidemment fait sens. Et donc voilà, donc même chez les stoïciens, hein, la notion du bien, du beau moral, hein, c'est beau moralement, c'est très très important. Et on trouve entre autres, donc bon, bien sûr chez Sénèque, hein, chez les stoïciens les plus connus, mais même chez quelqu'un d'aussi éclectique que Cicéron, qui voilà, était en partie stoïcien, mais pas que. Cicéron a beaucoup recours en fait à la notion de beau moral, hein, dans ses textes les plus connus, hein, les Tusculanes, etc. Enfin voilà, le De Officiis, hein, le traité des devoirs et tout ça, le traité des biens et des maux. Enfin voilà, Cicéron a écrit beaucoup de traités moraux, justement parce que voilà, on est vraiment dans la tradition romaine, hein. Les Romains étaient très très sensibles à la morale, hein, voilà, au droit. Et ils avaient des censeurs, hein, voilà, Caton, tout ça, des grandes figures, Caton l'Ancien, extraordinaire figure romaine, etc. Caton d'Utique même, hein, son descendant, hein, qui s'est suicidé, tout ça. Donc il y a le sens de l'honneur, la morale. Et oui, c'est intéressant parce que on associe beaucoup, et c'est l'erreur de Nietzsche, hein, Nietzsche associe beaucoup l'invention de la morale à la religion chrétienne. Mais bien avant les chrétiens, il y avait une morale très très forte. Simplement, c'était une morale différente. Bien sûr, c'était païen. Mais il y avait du bien et du mal, et seulement ça prenait des formes très très différentes. C'est des choses différentes qui étaient culpabilisées, des choses différentes qui étaient encensées, mais il y avait une sensibilité morale très importante chez les Romains, et il y avait un sens de l'honneur incroyable. Il y avait le mos maiorum, hein, les mœurs des ancêtres, les valeurs des ancêtres. Il y avait la virtus, hein, la vertu vient de là, la virtus, ce que c'est qu'être un homme digne, un homme bien, etc. Donc
bon, c'était les gens qui étaient très droits, qui visaient beaucoup de droiture morale en fait. Il y avait un grand idéal de droiture morale chez les Romains, et des traités comme ceux de Cicéron s'en ressentent énormément. Il y a vraiment cette recherche comme ça d'être le citoyen le plus droit moralement possible, l'exemplarité, tout ça. Voilà, donc non, là, ils étaient très sensibles à la question de la morale. Et donc voilà, et donc Cicéron lui-même, du coup, il parle beaucoup de morale, euh, se réfère beaucoup à cette beauté, le beau, le beau moral. Et, euh, et donc c'est une notion abstraite, parce que vraiment le beau c'est physique. Hein. On se représente ce que c'est qu'une belle femme, un bel homme, ce que c'est qu'un beau tableau, un beau paysage. Donc le beau normalement c'est un signal visuel, c'est visuel et c'est physique. Euh, c'est vrai que le beau moral c'est compliqué parce qu'on ne voit pas. Il y a pas, il y a, c'est pas représenté matériellement. Hein. Il n'y a pas une morale qui est belle. Voilà, c'est pas un objet. Donc il faut se représenter ce qui est beau sur le plan moral. Alors en même temps, on se représente un petit peu parce que quand on est enfant, on l'entend ça. Fais pas ça, c'est pas beau. C'est vrai quand votre parent vous dit ça, fais pas ça, c'est pas beau. C'est intéressant ce qu'on dit. On dit c'est pas beau. Hein. On dit pas forcément c'est pas bien. On dit pas c'est pas juste, toujours. On dit c'est pas beau ce que tu fais. Vous voyez, il y a quand même dans le langage courant cette notion que ce que l'on fait est beau ou n'est pas beau. Et comme l'être humain aime le beau et que généralement on vise le beau, le laid c'est plutôt négatif, eh bien, vous voyez, on assimile comme ça le bien au beau et le mal au moche. Et donc, bah, notre but, c'est d'être beau dans nos actions et également physiquement, tout ça, on veut être beau. Et donc, bah voilà, on veut faire le bien au nom du beau. Alors maintenant, qu'est-ce que le beau? Comment définir ce beau moral? Ce que c'est que la beauté morale? Mais, en tout cas, c'est une image qui est très reprise par les anciens, entre autres par Cicéron. Il y a des très très belles images là-dessus, hein, vraiment très 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 belles, hein. Très artistiques en fait. Hein. C'est que Cicéron en fait prend deux exemples qu'il aime bien. Il en puise un dans le théâtre et un dans la musique. En fait, il dit voilà à son destinataire, hein, parce qu'à l'époque les traités étaient souvent adressés à des destinataires plus ou moins imaginaires. euh, Bah, il dit écoute, voilà, tu dois agir dans ta vie comme si tu étais un artiste qui cherchait à faire la plus belle performance possible. Alors imagine que tu es un comédien sur scène, parce que nous sommes dans le théâtre du monde, le théâtre mundi, hein, le théâtre du monde. Euh, Nous sommes dans le théâtre du monde, tu es sur scène, et est-ce que tu accepteras quelqu'un qui joue mal, qui ne joue pas bien son rôle, qui trahit le texte, qui ne respecte pas les règles de la scène, du théâtre, et qui ne fait pas du beau, qui ne fait pas du joli? Non, tu n'accepterais pas ça d'un comédien. Alors comment ce que tu n'acceptes pas d'un comédien, tu peux l'accepter de toi? Alors que toi, on fait même pas semblant, c'est pour de vrai, en plus. Il n'y a même pas l'excuse du théâtre. Donc, il y a cette idée en fait comme ça de viser la beauté que font qu'exercent les artistes dans leur art et de s'en inspirer pour soi-même devenir une espèce d'artiste de la vie courante avec sa morale, etc. Et il prend un autre exemple qui est très intéressant, c'est celui de la musique. Cicéron assimile notre comportement moral en fait au fait de jouer d'un instrument. Et il dit, est-ce que tu accepterais quelqu'un qui fasse des fausses notes? Est-ce que tu trouves ça joli quand quelqu'un fait des fausses notes? Euh, Etc. Enfin voilà, joue mal, ne respecte pas le bon tempo, etc. Non, c'est très vilain, c'est très moche. Hein. Et ce qu'on aime, c'est quelque chose d'harmonieux, de joli, les accords sont bien faits, etc. Eh bien, pour Cicéron, le beau moral, c'est ça. La beauté morale, c'est ça. Il faut viser cette beauté morale. Il faut jouer bien de l'instrument de la vie, de notre personnalité, de nos relations, et émettre la plus belle mélodie possible pour que ce soit joli. Joli à regarder, joli à vivre, joli à côtoyer, et que ça va créer en fait une espèce d'harmonie d'ensemble. Une notion d'harmonie très importante avec le beau moral. Euh, c'est une notion qui a fait vraiment des petits, hein, parce que c'est même repris des siècles plus tard, encore même par quelqu'un comme Baudelaire. Baudelaire, dans sa préface des écrits d'Edgar Allan Poe, hein, dans ses notes sur Edgar Allan Poe, Baudelaire s'intéresse en fait à ce que Poe appelle le genus irritabile vatum. Hein. Donc en fait, le génie irritable des poètes. Hein. Il s'intéresse au génie irritable des poètes. En fait, il s'interroge. On voit que Baudelaire parle un peu de lui parce qu'évidemment, il se reconnaît. Mais pourquoi les poètes sont des gens si irascibles? Pourquoi les poètes deviennent si misanthropes, si colériques, en veulent à tout le monde, détestent tout le monde? Et ont une espèce comme ça d'irascibilité et sont hypersensibles. Ben justement, vous voyez, on part encore de l'hypersensibilité et aussi, du coup, on part du sens esthétique. Et en s'inspirant de ce que dit Poe, lui-même en reprenant ça à son compte, mais en le développant, Baudelaire, en fait, explique bien, en effet, que le poète, eh bien, n'aspire qu'à la beauté et que la moindre action méchante, mauvaise, immorale,
résonne comme une fausse note pour lui dans l'univers, résonne comme je sais pas, une tâche sur un tableau qui serait beau, mais il y a une tâche, une fausse note dans la musique, une erreur de jeu ou un oubli de texte dans le théâtre. Bref, on peut décliner ça à tous les arts, mais en tout cas, sur une espèce comme ça d'erreur, de tâche, de dissonance. En fait, voilà, le terme dissonance, sur une espèce de dissonance esthétique ou sonore dans l'univers quand on commet une faute, quand on commet une immoralité. Voilà. Et donc, évidemment, comme le poète et l'artiste ne jurent que par la beauté, cherchent l'harmonie, l'esthétisme, etc., eh bien, évidemment, ils sont froissés plus que quiconque par ces laideurs. Ça les attaque personnellement, ça les violente. Donc, vous voyez, donc, comme quoi cette idée, elle a fait son chemin et elle est toujours présente, hein, même chez un poète du 19e siècle qui n'était pas le plus grand lecteur d'Antiquité non plus. Hein. Baudelaire n'était pas le plus assidu Il connaissait très bien le latin, mais voilà, c'est pas non plus ses références les plus absolues. Mais il n'empêche que tout ça, il l'avait encore en tête. Et parce que voilà, c'est peut-être un truc un petit peu artistique. Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu la notion de sensibilité, de sentiment, d'idéal, de beauté, tout ça un petit peu, d'orgueil, tout ça un petit peu se rejoint, finit un peu par se concilier et finit sans doute par développer des gens qui ont un sens très aiguisé de la morale, qui ont une très grande sensibilité en fait à ces notions-là, de bien, de mal, de ce qui est beau, de ce qui est pas beau, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Donc voilà, qui ont cette facilité en fait à développer des idéaux, un certain idéalisme. Et évidemment, chez les personnes qui ont moins de sensibilité ou qui n'ont pas ce sens de l'idéal ou plus artistique ou esthétique, il va peut-être être plus difficile de se représenter facilement ce qui est bien, ce qui est pas bien, pourquoi ça serait plus choquant qu'autre chose, pourquoi ça se ferait pas alors que ça se fait. Ouais, je suis une espèce d'indécision comme ça. On pourrait presque rapprocher ça d'être aboulique en fait, hein. Les gens qui sont abouliques, hein. Alors c'est un terme un petit peu étrange, aboulique, hein, mais c'est le terme pour les gens qui ne savent pas prendre de décision en fait. Quand on est aboulique, c'est qu'on est quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision. Voilà, on est comme ça, on est tétanisé devant une décision, on n'arrive pas à départager. Voilà, donc c'est vrai que les personnes comme ça qui formulent une capacité, au bout d'un moment, à se faire un avis, en fait, à dire, je sais pas, j'ai pas d'avis sur ça, j'ai du mal à savoir si ça se fait pas, chacun fait ce qu'il veut, moi ça me tente pas, je sais parce que ça me tente pas, je sais parce que j'en ai pas envie, mais je saurais pas dire si ça se fait pas, si c'est bien, c'est pas bien. Et ça, c'est typiquement, en fait, ça fait pas penser à de la boulie, en fait, hein, on est indécis, on n'arrive pas à départager. Et en fait, c'est parce qu'on manque de critères quasiment, et surtout, les critères encore c'est intellectuel, surtout qu'en fait il n'y a rien apparemment, ça ne fait rien ressentir, donc il n'y a rien qui s'impose émotionnellement en fait pour départager et pour dire oui c'est bien, oui c'est pas bien, oui ça se fait pas, ça me choque pas, et parce qu'on n'a pas d'idéal et qu'on n'a peut-être pas aussi de sensibilité particulière en fait à une forme de beauté voilà, élargie presque entre guillemets à l'univers, parce qu'encore une fois c'est très grandiloquent, hein. Encore une fois chez Cicéron effectivement, hein, qu'une mauvaise action, une attitude immorale, mauvaise, est une fausse note, hein, dans la symphonie de l'univers, hein. Donc voilà, ça c'est très stoïcien en passage comme idée, hein. C'est qu'en fait on fait partie d'un tout, on s'inscrit dans un cosmos, et qu'on a notre place dans ce cosmos, et que si on en sort ou si on fait quelque chose de mal, en fait, on perturbe cet équilibre en fait et on crée comme ça une espèce voilà de plaie ou de tâche. Et donc le mieux en fait c'est comme ça de jouer notre rôle, le rôle qui nous a été dévolu en fait pour maintenir l'équilibre de l'univers. Bon voilà, c'est un petit peu cosmogonique ou métaphysique, mais voilà, il y a quand même une notion esthétique là-dedans qui est très jolie et à laquelle je crois beaucoup. Et pour ma part, moi qui joue beaucoup, hein, je sais par exemple que, je prends l'exemple très concret, hein, et je vais m'acheminer comme ça vers la fin de ce podcast, mais moi ma répugnance pour tout ce qui est alcool et cigarettes et drogue, les gens croient tout de suite à tort que c'est sanitaire, que c'est de la santé. Cela des lycées et des mon adolescence où j'ai toujours détesté ça, ça m'a toujours répugné et ça a été toujours un tue-l'amour horrible pour moi. Euh, et en fait, on pensait que c'était de la santé. Alors du coup, on comprenait d'autant moins que ça me dérange autant, parce qu'on dit, bah c'est pas ta santé, qu'est-ce que t'en as à foutre? Et je vous confirme, j'en ai rien à foutre, c'est pas ma santé, effectivement. Mais du coup, moi, ça n'a jamais été la santé qui m'a préoccupé dans la question de la cigarette, ou de la drogue, ou de l'alcool. Et pourtant, c'est la seule chose qu'on arrive à objectiver. C'est-à-dire que, malheureusement, on s'en sort pas, on n'arrive pas à objectiver la morale, parce que chacun y va de sa sensibilité. Vous voyez, on parle de sensibilité. Alors que la santé, c'est objectif. Objectivement, on peut démontrer que les gens qui consomment tout ça encourent des risques pour leur santé. Donc c'est l'angle qu'on a pris du coup pour interdire tout ça, parce que ça, on a un moyen de prouver que ça se discute pas, c'est objectif, c'est mauvais pour la santé. Donc sanitairement, on a des arguments. Mais moi, ça n'a jamais été la raison pour laquelle ces trucs-là m'ont répugné, parce qu'encore une fois, c'est pas ma santé à moi. Tant qu'ils fument pas devant moi, qu'ils me forcent pas à boire, effectivement, je peux aller dans ce sens-là moi aussi.
Et pourtant, ça me répugne, et pourtant, j'ai un problème avec ça, et ça me dérange. Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est pas sanitaire, parce que c'est pas ma santé qui est affectée. Donc, quelque chose d'autre se passe. Et en fait, ce qui se passe, puisque, alors on peut parler de choses concrètes, hein, oui, l'alcool ça sent mauvais, oui, la cigarette, les gens ils ont mauvaise haleine et tout ça sent mauvais aussi, le tabac, oui, bien sûr, mais même ça, c'est pas tant ça, en fait. C'est que quelque chose euh, heurte, quelque part, un sens esthétique chez moi là, avec ces choses-là. Et le fait, c'est vrai, même banalement, je pourrais se le dire un peu trivialement, quelqu'un qui fume, je trouve ça moche. Quelqu'un qui boit, je trouve ça lamentable. Surtout quand ça touche à l'ivresse, etc. Je trouve ça vite lamentable, affligeant, consternant, laid, avilissant. Et drogue, pareil. Et en fait, vous voyez, là, on est vraiment sur l'angle purement moral. On n'est plus sur le sanitaire, là. On s'en fout du sanitaire. Moi, je m'en fous. Euh, c'est que quelque chose dans ce à quoi ça ressemble d'extérieur, de voir quelqu'un picoler, de voir l'alcool, de voir le tabac, voir quelqu'un fumer. Pour une femme qui fume, pour moi, c'est tue l'amour. Mais vraiment, hein, vraiment, c'est tue l'amour. Hein, et je veux dire qu'il y a des femmes que j'aime beaucoup, même, enfin, je veux dire, au sens idéal féminin, et c'est une vraie torture pour moi en fait. Hein. Je sais que j'aime beaucoup Audrey Hepburn par exemple. Audrey Hepburn pour moi c'est une des comédiennes les plus ravissantes, extraordinaires, charismatiques, adorables qui ait existé. Euh, J'adore Audrey Hepburn, mais je veux dire que c'est une torture pour moi de l'avoir fumée. Parce que il y a quelque chose en fait il y a un hiatus en fait. Il y a d'un côté beaucoup trop de choses que j'admire, que je trouve ravissantes, que je trouve belles. Oui, je trouve qu'il y a de la beauté chez cette femme, dans l'attitude, dans la façon d'être, dans la façon de parler, et le physique bien sûr, le look. Et tout d'un coup elle fume. Et là, il y a une laideur en fait, déjà visuelle, il y a un préjudice visuel, je trouve ça vulgaire, je trouve ça moche, ouais, le vulgaire est très important, je trouve ça très vulgaire, mais il y a presque une laideur morale, parce que j'associe ça en fait à une forme de faiblesse, de vulgarité, etc. Donc, bah, l'alcool pareil, et la drogue encore, a fortiori évidemment, hein, voilà, parce que bon, encore une fois, il y a entre le fume-cigarette un peu élégant, années 20, de Breakfast at Tiffany's, et puis l'oreille de coke ou l'exta, ou alors l'héroïne, bon, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'avilissement de l'ébriété, l'avilissement de la drogue et comment euh, la vulgarité de l'attitude comment, de la cigarette, etc. et tout, sont des repoussoirs en fait et vont justement dicter ma morale là-dessus parce que vont pour moi résonner comme des choses laides en fait, laides, triviales, renvoyant en plus à des formes d'avilissement. Donc en fait, il y a bien une visée morale là-dedans. Et, euh, et donc voilà, donc vous voyez, c'est typiquement en fait là un angle où c'est un mélange de sentiments, de sensibilité. C'est d'abord ma sensibilité qui s'exprime. Tout ça, là, ce que je vous dis là, c'est des tentatives en fait de mon intellect de rationaliser tout ça et de le formuler. Comment expliquer ce que je ressens, pourquoi j'ai une telle répulsion qui me vient à la base des tripes et qui n'a pas de formulation. Vous voyez. Donc je pars bien du sentiment dont je vous parlais. D'abord, il y a le sentiment, la sensibilité. Voir ces comportements-là me heurte quelque chose en moi, me déplaît énormément, me fait réagir émotionnellement. Cette émotion est intellectualisée et entre conflit probablement avec ce qui est un idéal, je ne sais pas, un idéal de comportement, un idéal de paraître, je ne sais pas, ou un idéal qui l'a précédé. Et ce même idéal, incluant une forme d'idéal de beauté, de beau, eh bien, est lui-même heurté puisque je ne trouve pas ça beau, je trouve ça laid. Et cette laideur est aussi bien, entre guillemets, dans l'esthétique, dans l'attitude comportementale, qu'une laideur qui a des implicites moraux sur ce que ça signifie au niveau de l'attitude, de la dépendance, de l'avilissement, etc., de la faiblesse, de la vulgarité, etc. Et tout. Donc, vous voyez, ça, tous les aspects que j'ai évoqués, enfin, vous voyez, dans cet exemple qui ne sont pas le meilleur et qui est un peu trivial, mais celui qui m'est venu en tête comme ça, le plus facile à élaborer, eh bien, se retrouve en fait là-dedans, hein, doit jouer en fait comme ça, dans ce qui va de façon si évidente, alors que les autres vont dire, oh, bah, il n'y a pas mort d'homme, ouais, bon, moi j'aurais du mal à dire si c'est bien ou mal, ouais, non, la drogue, là, le cannabis, ouais, je sais pas, oui et non, ouais, je sais pas comment tu fais pour être si sûr de toi, moi, oh, tant qu'on me force pas, voilà. Et ben non, qu'est-ce qu'il va faire que quelqu'un a une conviction comme ça? Alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est quand le sentiment se joint évidemment à une intellectualisation réussie. Et bon, moi j'ai mille et une fois cité dans Les Paradis artificiels de Baudelaire, un ouvrage méconnu et très incompris, hein, forcément, parce que s'il est méconnu, il ne peut que être incompris. Mais Les Paradis artificiels de Baudelaire, où Baudelaire fait une démonstration magistrale de l'immoralité, selon lui,
des stupéfiants, des paradis artificiels, justement parce qu'ils sont artificiels. Démonstration plutôt originale chez Baudelaire, qui est quelqu'un qui est généralement prône l'artificiel. Dans Le peintre de la vie moderne, on a un éloge de l'artificiel à tous les aspects, jusqu'au maquillage. Plus la femme est artificielle, plus quelque part elle s'élève à l'œuvre d'art, etc. Et du coup, c'est bien. C'est que là, on a un renversement des valeurs baudelairiennes dans les paradis artificiels, puisque tout d'un coup, l'artificiel est connoté négativement. Le paradis est immoral parce qu'il est artificiel et que du coup, il n'est pas réel. Et donc, Baudelaire, sa fameuse thèse des paradis artificiels, c'est que déjà, il fait le procès de cette substance. Il dit que le hashish, ça ne fait qu'exagérer ce que vous êtes déjà. C'est un miroir grossissant en bien ou en mal de ce que vous êtes, et donc c'est juste une espèce d'hallucination passagère, et que cette hallucination qui peut avoir ses intérêts ludiques sur l'instant se paie au prix fort parce que ça vous rend veule, ça vampirise votre énergie, ça vous empêche paradoxalement en fait de concrétiser ce que vous avez vu parce que ça vous ôte la force de le recréer en fait. Voilà, ça attaque votre volonté, ça attaque votre sens de l'effort, votre énergie. Donc pour lui, du coup, c'est une substance très avilissante déjà dans ses effets concrets. Ça vous affaiblit. Mais en plus, voilà, Baudelaire en fait estime que c'est de la triche, que les vrais artistes créent eux-mêmes leur paradis par le génie, par l'imagination, par le travail, par la pensée, et que seuls les gens qui sont dépourvus de ces talents ou les gens qui n'ont pas le courage de se retrousser les manches, eh bien en fait, vont vers la facilité de la prise de drogue pour accéder à ces paradis de façon artificielle. En fait, ils trichent. Et du coup, ils entrent au paradis par la petite porte. Et que du coup, les vrais artistes eux-mêmes créent leur propre paradis. Voilà, par l'effort, l'inspiration, le génie, le travail, etc. Voilà, donc bon, là on a une démonstration très intéressante parce que là en fait on a une démonstration qui part peut-être d'un sentiment, selon Baudelaire, qui forcément flirte avec l'idéal parce qu'on est chez l'auteur de Spleen et Idéal, voilà, les fleurs du mal. Spleen et Idéal, la plus grande section des fleurs du mal, quelqu'un du coup qui est très très proche de la notion d'idéal, pour qui l'idéal était très important, qui a fait sa préface d'Edgar Allan Poe en revenant sur l'expression genus irritabile vatum, donc sur le génie irritable des poètes, qui sont des esthètes en fait, des gens très sensibles à la notion de beauté, et du coup qui sont heurtés et très irascibles parce qu'en fait sans arrêt voient de la laideur partout, de la vulgarité partout, et ça heurte leur sens esthétique et leur idéal. Et donc cet idéal en fait intellectualisé, raisonné, et bien du coup voilà, entre en dialogue en fait avec une notion de beauté morale qui est plus ou moins en fait offensée, et va créer du coup des réactions de rejet par rapport à des choses, voilà, qui créent de la laideur et donc on rejette. Voilà, donc du coup c'est, vous voyez, ça peut quand même mener à des vraies démonstrations de bonne foi et très bien élaborées et très réfléchies, sur le plan moral, démontrer pourquoi quelque chose est vraiment immoral. Et donc Baudelaire a très bien démontré en fait l'immoralité vraiment par exemple de la drogue, de la prise de drogue. Il a fait une très belle démonstration de cette immoralité qui n'est pas facile forcément à démontrer. C'est pas toujours facile. Et lui, il a trouvé en fait un très bon angle pour démontrer l'immoralité de cette substance. Voilà. Écoutez, c'était, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, de ce qui me venait en tête sur ce sujet-là. Donc, c'était mon avis, mes impressions sur ces questions, d'où vient la morale, voilà, quelles étaient mes hypothèses, mes pistes de réponse pour cette question. Donc, j'ai pas de réponse absolue. J'avais que des pistes et des hypothèses de mon ressenti, de mon vécu, de mes lectures, de ce que j'ai lu, de ce que je sais. Voilà, donc écoutez, en plus au passage, donc du coup j'ai été amené en fait à citer pas mal d'auteurs et de choses, donc si vous êtes curieux de pousser, voilà, vous savez un peu où aller, vous renseigner, vous avez des pistes de lecture éventuelles. Et puis écoutez, du coup je vais pas m'attarder davantage, je vais m'en tenir là, en vous remerciant de votre écoute, en espérant que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des réactions, donner votre avis. Et puis sinon, dans ce cas, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast, une prochaine fois. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut les Happy Few!